Master. One. Bienvenue au podcast en deux choses de métal, le podcast animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holyday. Comment ça va, garçon d'honneur? Gonflé à bloc. Oh, sortez vos dindes, vos couteaux, vos fourchettes, c'est l'heure de manger. J'aime pas comment Luger me regarde en haut de moi. Moi, j'aime pas que Luger me regarde tout court. Ah, il te regarde pas toi, oui, tu l'aimes pas. Avec. Hey, petite parenthèse, Luger, cette semaine, il était à Dub Bump, hein, sur WWE. Oui, j'ai vu ça, c'est la première apparence à WWF depuis 95, c'est fou. Il s'est rendu là comment? On a un taxi, les transports adaptés sûrement. Là. Tu voulais dire, hein? C'est ça. Eh ben. Si, ben oui, hein. Ben, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ils ont-tu, sais-tu s'ils ont garoché des ballons pour son retour ou quelque chose? Ah, je sais pas, peut-être. C'est comme une tradition, lui, qu'il se fait lancer tout le temps plein d'affaires dans le stade, même quand il gagne rien. Hein. Ouais. Ouais. Pourquoi tu t'es une lumière? Ben, je voulais voir si on voyait mieux les. On voit absolument rien sur YouTube. Ben non, pas répand tout. On s'en fout de ce qu'on voit en arrière de toi, c'est juste Adam Bomb avec ses grosses lunettes. Chris, justement, c'est hot, Adam Bomb avec ses grosses lunettes. Fait que ce soir, qu'est-ce que vous dégustez ce midi, peu importe quand vous écoutez? Moi, je une bonne petite coupe de vin en faisant Survivor Series 1993. Et oui, rétro review, on est dans le mois de novembre. Hein? Le mois de novembre, c'est les Survivor Series, comme à chaque année. Je suis le loser en arrière de moi. IRS, loser. Ah, c'est un miroir qu'il y a en arrière de toi, parce que c'est toi que je vois, moi. Oh! Moi, je vois très bien IRS. Là, on est ici pour donner de l'information aux gens. On est ici pour... ben oui, je leur donne l'information, il n'est pas bon, je leur dis. Pour parler d'un show qu'on a écouté. Fait que, s'il te plaît, on peut se concentrer sur le positif puis sur l'information à donner? Continue le même, puis tu n'auras pas le segment que tu veux, OK? Lequel segment? Donc, tu sais très bien que je veux dire, mon comique. Tu parles-tu de la petite musique dance pop qui est prête? Je ne sais plus là, si ça va arriver, là. Si t'es rendu, t'es feisty de même avec moi, il me dérange pas, moi. Fait que ça, beau garçon, c'est 93, c'était mon choix, moi, cette année, hein, c'est ça? Oui. Ouais. 93, le premier de 2 Survivor Series. Oui. 95 va suivre dans les prochaines semaines. Ouais, ben hâte. Gros mois de novembre, hein. Fait que si jamais vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a dans le mois de novembre? Ben restez, on va vous le dire à la fin. On est de même, nous autres. Bon, en partant, il y a ça, puis il y a un autre Survivor Series, fait que c'est 2 affaires sur 4. Puis si vous savez le podcast, après, qu'est-ce qui s'en vient, j'imagine, là? Ouais, au moins un des deux. Au moins un des deux, parfait. Yes. Fait que, là... Quoi dire avant, là? Ou... J'ai de quoi à dire? Ouais. Ben, Survivor Series 93, pour ceux qui nous ont écoutés, on était de passage au Roi de la Reine. On en a parlé. Vrai. On en a parlé de Survivor Series quand on était les invités, avec le Green Phantom, entre autres, Chase Ironside, Loulou, puis Max et JF Kelly. Donc, on avait parlé de nos notes qu'on avait données. En tout cas, on l'avait parlé pour Survivor Series 93. Je ne sais pas si ça a changé dans ce que tu avais dit en ondes directement. Non, c'est encore la même note que j'ai gardée. Parfait. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné, allez les suivre sur choc.ca à chaque jeudi, 20h en direct, puis en rediffusion sur toutes les plateformes de podcasts connus. Et ils ne sont pas sur YouTube, ils sont seulement en audio du côté de Roi de la Reine. Oui, une belle place très professionnelle, très cool à aller visiter. C'était bien le fun. Oui. Puis nous autres, on n'a pas de cloche. T'as-tu un coup de cœur pour quelqu'un, quelque chose de spécial quand on est allé au Roi de la Reine? Ben, j'ai bien aimé Green Phantom, là, qu'est-ce qu'il peut dire de sa carrière. Là. Tu parles du monde du podcast, tu parles? Là? Ben, en général, un coup de cœur, n'importe quoi. Ça peut être un moment, ça peut être... qu'est-ce que t'aimes? Ben, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a un qui se fâche facilement quand tu parles d'Hulk Hogan en mal. Là. Ben, il a raison. On devrait jamais parler en mal d'Hulk Hogan, premièrement. Ben non, hein, c'est sûr. Mais ouais, non, c'était vraiment le fun. Tout le monde était sympathique, puis on a eu bien du plaisir. Puis on sait jamais. Peut-être qu'on va faire une part 2 un jour, on sait jamais. Ouais, c'était notre première fois qu'on était invité à un podcast en tant que duo, parce qu'on a fait séparément, on est allé au CIM pour parler. Toi, tu avais parlé de ton expérience au Royal Rumble. Ouais. Rumble. Puis moi, j'avais parlé de Bray Wyatt, donc une fois chaque. Fait que, ben le fun. C'était cool de parler un peu de
de notre parcours de Underchase. D'ailleurs, ceux qui veulent savoir un peu plus en profondeur, parce que, évidemment, Roi de l'Arène sont quand même limités dans leur temps, c'est 1h30. Il va y avoir un spécial pendant le temps des fêtes au mois de décembre pour en savoir un peu plus sur l'histoire du podcast, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis toutes nos affaires. Une petite surprise au mois de décembre qui s'en vient. Donc, restez à l'affût. Yes, plus rien à dire. Bon, ben, si t'as rien à dire, ben, tu sais quoi faire. Ben oui, c'est le moment DJ, musique! C'est le moment de Dans la vraie vie! Le segment où j'ai fait deviner à Marco ce qui se passe dans la culture populaire autour du pay-per-view. Et aussi, pas juste à Marco, à vous, chers auditeurs, si les gens en même temps que nous autres pendant qu'on fait ça. Fait que, es-tu prête pour commencer ça en force, non? Non, attends. Je vais te le dire quand je vais être prête. Un petit peu. Ah, merde. Fuck, je voulais faire de quoi, mais finalement, ça marche. Ben, je suis prête. Parfait. Alright. Chanson numéro 1 en Amérique du Nord. 1993? Oui, le 24 novembre, en dessous de ça. Je vais dire. Sugar Ray. Un peu de bonheur, là, mais. Ouais, ah ouais? Okay. Ben ouais, 93 plus 96, 95, les autres. Ah ouais, t'as raison. Je vais dire. Attends, je vais une deuxième chambre. Je vais dire. 93. Je vais dire. Comment il s'appelait? New Kids on the Block. Mais c'était un peu trop tard. En tout cas, c'est pas grave, là. C'est I Do Anything for Love, but I Won't Do That de Meatloaf. Ah, ça c'est bon, Meatloaf. C'est une viande qui vend dans l'épicerie. Hein? Ouais, je sais que t'as pas allé côté bouffe, là. Je voulais dire un indice là-dessus, dire que c'était ça, là. Non. Et voilà. Chanson numéro 1 au Québec, maintenant. C'est 93, on parle-tu d'un groupe ou d'un chanteur singulier? Donc un chanteur, donc masculin. Jerry Boulet? Ah, pardon, t'es way off dans toutes tes affaires, tu dis, mais... Non, c'est... veux-tu un autre guess? Je me sens gentil, un autre guess. Qu'est-ce donc? Je te le dis, je te le demande. Je pensais que t'avais un indice. Ben là, un chanteur singulier, faut vraiment dire grand-chose, là. 93. C'est un beau nom. Daniel Bélanger? Et non, c'était qu'une idée de Luc de la Rochelière. Ah, Luc. On oublie tout le temps Luc et sa chevelure, hein? Ouais, Luc de la Rochelière, c'est un beau nom. Je trouve ça vraiment beau comme nom. Alors, mon choix, je m'appellerais de même dans la vraie vie, de la Rochelière. Mais bon. Film numéro 1 au box-office. Il rajoute rien, toi. Un indice? C'est une comédie, mais avec un enjeu sérieux dedans. Une comédie à message. Je pourrais te donner un indice, mais si je te fais l'indice, tu vas l'avoir tout de suite. Peut-être pas. Vas-y donc, hein. Ah, Madame Doubtfire. Ouais. Et voilà, Madame Doubtfire avec Robin Williams, Sally Fields et Pierce Brosnan. Ce que je fais le mieux, c'est le hot dog. faut se connaître en maudit pour avoir cet indice-là, hein. Ouais, je sais. Pour vrai, il n'y a pas grand monde qui a réussi. C'est ça que je voulais pas le dire, mais bon, c'est pas grave. C'est bon ce film, très bon. Ouais, un très bon film, pour vrai. Jeu vidéo sorti alentour. Ça, je pense pas que ça va l'avoir. Ça pourrait être. Parce que c'est pas dans une des main consoles. C'est pas Super Nintendo, c'est pas. Ça t'arrive, genre? Non, pas à ce point-là, là, mais. Way up, way up. Ben, je dis ça, mais c'est un nom. La console est en deux noms. Puis c'est un nom qu'on connaît beaucoup, puis l'autre qui est genre. Whatever. C'est pas Sega Genesis, non? T'es pas loin, mais c'est pas. Là, je parle d'un jeu, pas d'une console, là, fait que. Ah, mais je sais pas. Je vais donner ma langue au jeu, j'avais aucune idée. C'est Virtua Fighter sur le Sega Saturn. Ah oui. Attends. Ouais, c'est ça. Mappé. Ouais. Dans le monde du sport, je vais te le dire, oui, t'as fait deviner. C'est dans le football majeur. C'est la NFL annonce l'arrivée des Jacksonville Jaguars. La prochaine saison qui commence en 95. Et leur fiche va être de 4 victoires, 12 défaites. C'est quelque chose qui a changé depuis le temps? Bon, c'est un petit peu meilleur aujourd'hui. Ben, une couple d'années, il était quand même en fin de la conférence avant qu'ils perdent contre les Pats. Là. Pas mal leur plus grosse saison à vie, là, depuis 95, ça te donne une idée. Apparemment que c'est pas très propre dans ces vestiaires-là. Ça, c'est propriétaire, c'est les cannes. Ah ouais, ben ouais, c'est ça, tu peux dire ça, le comique, hein, ouais, parfait.
Et là, évidemment, avant de montrer le cover de WF Magazine, ben, il y avait, ça c'est le 24 novembre, mais le 20 novembre, il y avait un show. Oui. Pas loin de, ben, évidemment, avant le Survivor Series. Et voici le poster, le 20 novembre. C'était au Spectrum de Philadelphie. Et on voit ici sur le poster Lex Luger contre Ludwig Borga. Un combat de cage entre Bret Hart et Jerry Lawler. Et aussi un combat par équipe pour les championnats avec les Steiner Brothers contre les Québécois. Vous voyez les prix en dessous, là? Ouais. 9, 11, 13 puis 16, le plus gros billet. C'est cher, pareil, pour 93. Ben, 16 piastres 93, c'est quand même pas si pire, là. C'est combien aujourd'hui? 100 piastres? Non, 1600. Ben là, calme-toi, là. Ben, un billet en bas, c'est 1600. Ouais, mais là, ça dépend c'est dans quel événement. Non, house show, c'est à peu près 700-800 piastres. C'est fou, pareil. Mais le premier combat en haut, ils ont voulu nous spoiler ou quoi? Ben non, mais il était comme en mini-rivalité dans le pay-per-view aussi, là. Fait que c'est quand même correct, là. OK. Puis, je vais mettre le magazine cover, tu vas pouvoir en parler, là. Je sais que t'adores ça, parler de cette affaire-là, là. Ah, fait que, sur le WF Magazine, le cover, c'était Lex Luger pis ses ballons. Eh oui, Lex Luger, écoute, était censé remporter le championnat WWF cette soirée-là, mais un plan de dernière minute a fait que Vince McMahon a changé d'idée. Alors, les ballons étaient déjà installés, mais oui, tu voulais dire? Non. Quoi? Non, okay. Juste fait la ballon? Ouais. Mais c'est ça, les ballons étaient déjà là, fait que tant qu'à être déjà là, Vince a fait bon, on va faire dropper pareil. Épais. C'est correct en même temps, il n'était pas vraiment plus. Non, c'est pas vrai. Creative Genius. Si tu go all the way avec un gars de même, là, puis tu donnes la belt, là, peu importe c'est qui, là. Fait qu'il n'y a pas de il ne méritait pas, là. Ben là, c'est pas comme si ça avait été la seule fois dans l'histoire qu'il a fait ce genre de truc-là après. Ouais, tu coupes ça dans mes sacs, toi. Mais non, j'ai fait une transition rapide. OK. Transition de fermer le volume rapidement. OK, correct. Fait que voilà. C'est dans la vraie vie, ce qui est arrivé dans tout ce pay-per-view. Fait que Marco, ben là, j'ai une bonne réponse, mais là, tu sais, j'ai quand même donné un gros indice, là. Il n'y a personne qui savait. Ouais, pour moi, oui. Ouais, c'est sûr. Surtout pour ceux qui l'écoutent en audio, que j'ai pas dit rien, là, il y a ça. Il va être comme, voyons, c'est quoi l'indice qu'il a donné? Il est bien bon. Ah, il est bien bon, il a même pas rien dit. Survivor Series 93, le 7e pay-per-view de ce nom. Il a eu lieu le 24 novembre 93, la veille de l'Action de grâce américaine, évidemment. C'est dans une tradition de Thanksgiving là-bas. Et ça vient du jardin de Boston, le Boston Garden, qui est maintenant démoli, évidemment, qui est à Boston, Massachusetts, évidemment. Fait que voilà, c'est beau en plus là-bas, là, quand tu regardes le show, là, tu vois toutes les estrades jaunes, là, c'est vraiment beau. Là. C'est pas comme, pas comme aujourd'hui, ouais, c'est pas comme aujourd'hui, là, parce que tous les shows que tu vas voir, c'est le même setup, il n'y a rien de différent dans les autres places. Là. Ouais, c'est rendu homogénéisé à Star. Mais les seuls... oui. Les seuls stades qui sortent de l'ordinaire, je trouve, c'est baseball. Un peu football aussi, là. Mais baseball, mais sont vraiment les stades, ouais, c'est ça. Mais les arénas c'est dégueulasse. Ouais. Les stades, c'est plus dur de cacher tout, là, tandis que l'aréna, c'est facile. Là. Ouais. Et avant le gala, tu vas être content d'apprendre qu'il y avait un dark match, un combat en solo, où Billy Gunn, le préféré de plusieurs au podcast, a vaincu le Broken Brother dans un match en simple. Parfait. Voilà. Puis évidemment, c'est bizarre qu'il soit Billy Gunn, mais comme j'ai déjà vu quelqu'un qui avait dit comme quoi, ben il y a tellement de combats par équipe dans le pay-per-view que tu m'as pas pas de combat de tag team non plus. Là. Non. Fait que, tu sais, il va mettre un single comme au Dark Match. Fait que, voilà. Mais tu sais, avant de commencer le Survivor Series, j'en parle-tu à la fin ou j'en parle au début? Ben c'est quoi? Non, je vais en parler à la fin. C'est bon. Toi et tes cliffhangers. Là. Mm-hmm. Bon, Dave qui repart. Oui, évidemment, on va commencer le gala, on voit un petit vidéo d'intro sympathique avec Lex Luger et sa famille. Tu me laisses Quoi, tu vas en parler? Vas-y. Ouais, ben vas-y, continue à ce que tu as à dire, sa femme et ses enfants, vas-y. Ben, c'est ça, là. Happy Thanksgiving aux fans américains, c'est quoi? Ouais. Ben, juste pour mettre en... Regarde ça PG, toi. Ben oui, je vais regarder ça PG. Premièrement, Lex Luger était assis, comme toujours. Mais avec sa famille, puis on sait que c'était un homme très familial à l'époque, juste avant qu'il trompe pour Miss Elizabeth, mais ça, c'est une autre affaire. Lex Luger, sa fameuse phrase du début du show, une ligne, je vous le rappelle, ça a pris 5 heures à tourner à Lex Luger pour faire une ligne, pour
Hey, non, là, tu dis ta façon de l'histoire. C'est pas ça qui est arrivé pantoute. Oui, c'est ça qui est arrivé. Non, ce qui est arrivé, c'est que sa famille, son petit gars, il a piqué des crises, puis sa petite fille, elle parlait pas, puis sa femme, tout ça. L'ex n'a aucun rapport là-dedans. C'est toute la famille qui a fait ça. Ben les petits, on va dire d'autres choses, mais je ne dirais pas. Les petits-enfants. C'est ça. Si tu n'es pas capable de tenir ta famille pour une ligne à un moment donné, c'est 5 heures pour tourner Happy Thanksgiving. Là, non seulement tu ne mérites pas d'être là, mais pourtant, si c'est un qui peut être conciliant avec des enfants, c'est bien tout, tabarnouche. Ouais. Moi, j'aurais pas pris ma famille pour shooter ça, surtout que. C'est comme si c'était ça, c'est les autres qui ont dit de faire ça. Là. Ben, tu prends une fausse famille dans ce temps-là. Il aurait dû faire ça avec Brett. Bref, 5 heures, Lex Luger, son grand talent au micro a été époustouflant et coûté très cher à Vince McMahon. Ouais, c'est ça. Et après ça, on a l'hymne national américain qui a été chanté par un gars que j'ai pas le nom et j'ai pas cherché non plus, désolé. Non? Pour ceux qui sont fans de l'hymne américain quand il est chanté dans les shows avant de lutter. Fait que après ça, on a l'intro du gala avec un bruit, tu sais, je sais pas si tu l'as remarqué, tu sais, l'affaire rouge là, qui est genre une balle qui suit, là, ça fait. C'est fatigant, tabarnak. J'ai écouté 3 fois avec, j'ai dit, c'est bien fatigant, câlisse. Ah, tu vois, moi, j'aurais mis ça à la place de l'ouverture de Luger. Ouais, ok. Je suis sûr que ça a été moins long à tourner. ouais, ça doit être sûr, là, j'imagine. Là. Fait que les commentateurs de la soirée sont Vince McMahon et Bobby Heenan, évidemment, The Brain. Et Vince disait à Bobby de surveiller Gorilla Monsoon qui le regarde attentivement parce que lui et Jim Ross sont à une autre table à côté pour faire Radio WWF. Ils vont faire le switch à manier pour les combats aussi dans la soirée plus tard. T'avais-tu déjà appelé là, Radio WWF? Non, c'est pas une affaire d'appel, c'est un poste de radio. La radio. Mais tu peux appeler la radio. Ah, peut-être. Je sais pas, non. C'est pas. Non, mais. Ouais, mais j'ai pas appelé. C'est aux États-Unis, c'est pas ici, ça, là. Mais t'appelais partout, toi, dans le temps, je me souviens. Non, même que je pense que j'ai appelé une fois la hotline de WBF dans le temps, puis c'est de la crise de marde, puis j'ai jamais rappelé. C'est où t'appelais, là, à l'affaire de radio à Montréal, là? Ah, ben oui, Between the Ropes, c'était malade, c'est le fun. C'était pas à Montréal, c'était au Canada, hein, c'est ça? Non, c'était à Montréal. C'était des shows au AM le soir tard, le samedi ou le vendredi. Là. C'est qui animait ça? C'était Brian de Guppy puis Aaron Amadeus. Brian de Guppy, Aaron de Guppy, plus là, parce que ça fait un bout que je ne l'ai pas vu, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Son nom me fait rire, excuse. Brian de Guppy? Oui. Il était à Battle War une couple d'années comme ring announcer, puis il était même gérant une année de Luther Hill. Je ne me rappelle pas c'était qui, là. Mais je pense qu'il était avec Big Magic, mais je suis pas sûr. Il est encore dans le business, non? Je sais pas. Un bout, je l'ai pas vu, je sais pas, mais d'après moi, oui, mais je sais pas. OK. Brian de Guppy, c'est bon. Ça fait longtemps. Fait que voilà, et le match numéro 1 commence pendant qu'on est prêt pour, évidemment, le match numéro 1 qui est un match Survivor Series de 4 contre 4. Ils sont en ordre? Oui, ils sont en ordre. Match 1, match 2, et voilà. OK. Et voilà, si vous voyez voir ça dans votre écran de piscine, Monsieur Perfect, Razor Ramon, le 1-2-3 Kid et Marty Jannetty. Ouais. Juste Jannetty là, dans le graphique. Contre IRS, Adam Bomb, Rick le modèle Martel et Big Daddy Cool Diesel. Wow! Puis j'aimerais que tu mentionnes que c'est Team IRS, s'il te plaît. Merci. Captain IRS. Mais Captain IRS, mais il rend sa tune de Diesel. Fait que c'est vraiment si Captain que ça, c'est pas sa tune qui perd. Ouais, mais là, la tune est meilleure pour ça. C'est plus catchy. Lui, il a une tune, l'autre n'en a pas. C'est ça, aussi. Il est tellement boring qu'il n'y a même pas de tune pour rentrer. Hey, t'as pas le temps de niaiser que de la musique quand tu fais les impôts du monde. Là. Mais payez vos taxes. Voilà. Toute une performance, on va en reparler. Oh, ouais. Puis évidemment, voici évidemment les rivalités qui rentrent un petit peu dans ce combat-là, parce que c'est pas juste un combat juste pour avec du monde mélangé. Là, évidemment, il y a des histoires dans chaque combat de Survivor Series. Puis l'enfant Razor est en semi-rivalité avec IRS depuis que le 1-2-3 Kid l'avait battu, Razor Ramon, parce qu'évidemment, lui et DiBiase, IRS, il avait niaisé Razor en disant qu'il avait le Kid, fait qu'il riait de lui comme quoi qu'il voulait l'avoir comme bonne pour laver leur toilette avec les brosses à dents puis tout ça. Puis évidemment, ça a amené un match à SummerSlam entre DiBiase puis évidemment Razor, que Razor a gagné. Le dernier match de DiBiase de l'OBF avant évidemment de s'en aller. Puis de revenir en 94 puis nous chier dans la pelle avec sa corporation de merde. Ah, ça, c'était bon. Une chance qu'il est revenu. Ça, c'était dégueulasse.
Parfait. Puis ouais, fait qu'évidemment, c'est ça. Fait que Razor avait gagné aussi le titre intercontinental vacant contre Rick Martel dans un combat de finale de mini-tournoi. Il fait le Battle Royale la semaine d'avant, puis il était les deux derniers dans le ring, s'affrontaient la semaine suivante pour le championnat. Match que Razor a gagné par la suite dans un très bon match de Raw d'un début. Là, première année de Raw, c'est un des meilleurs matchs de l'année pour eux autres. Là. Ouais, mais c'était contre Martel, ça, tu disais? Oui. Ouais, Rick Martel qui faisait des bons matchs à l'époque aussi. Puis Razor, tu sais, on en parle souvent, là, mais Razor avait son style bien à lui. Puis sa carrière, tu sais, oui, Scott Hall a fait quand même des trucs cool, mais Razor Ramon, il n'y a pas grand monde qui battait ça à cette époque-là. En effet. Puis évidemment aussi, Iris avait battu 1-2-3 Kid à SummerSlam dans un combat. Fait qu'encore là, une petite affaire entre les deux. Ouais. Et M. Perfect, lui, est en bœuf avec Diesel depuis SummerSlam, quand Diesel a coûté le match à Perfect contre Shawn Michaels, le titre intercontinental. Puis aussi, il y a une petite escarmouche à Adam Bomb et Rick Martel à Superstars la semaine d'avant, mais ça a été calmé par IRS et Diesel. Fait que voilà. Un bon capitaine, c'est pour ça. Ouais. Fait que voilà les rivalités à peu près ce que ça donne dans le combat. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est en rivalité, mais la plupart l'est, fait que ça donne un petit engouement au match de plus. Puis tu m'en reparlais, mais Mr. Perfect n'était pas juste en rivalité contre qui t'a dit avant? En beef contre Diesel. Contre Diesel, t'es en beef contre d'autres personnes. Ben, tu vas parler si tu veux, là, ne me dérange pas. Parce que, comme tu dis, Perfect, et Razor Ramon prend le micro avant que le combat commence, puis dit que Perfect est tellement le partenaire parfait qu'il l'a tagué avant même que le combat commence. Après ça, Razor annonce ensuite que son nouveau partenaire a autant de machismo que lui. Et c'est Randy Savage, au grand plaisir de la foule du Boston Garden, évidemment, de tout le monde qui regarde le show, parce que dans Macho Man, c'est un des gars les plus populaires de l'époque, puis overall du monde de la lutte. Ouais. Pas grand monde qui aime pas Macho Man, en tout cas, je pense. Là. Ben, non, pour vrai, j'ai jamais entendu quelqu'un qui aimait pas Macho Man. J'avais personne dire Macho Man il est pourri ou Macho Man il est plate. J'ai personne. Non. Puis, ouais, là, il va en avoir un dans les commentaires, il va écrire Macho Man il est plate. Là. On salue Pierre-Paul. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, là, puis tu veux parler de Perfect ou tu veux-tu. Ben, tu sais, j'allais dire, il y en a qui trouvaient ça un peu stupide parce que Perfect, ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé pour le show, mais ça faisait déjà quelques temps qu'il n'était pas à la télévision. Puis que... Ben, une couple de jours, là, pas une couple de semaines. Là. Non, plus que des jours, me semble. Ben, il me semble que c'est peut-être une semaine ou deux. Il avait tapé des matchs, puis son dernier match, c'est contre Brooklyn Brawler à Superstar juste un petit peu avant, mais non. Mais à l'entour, je parle des gars parce que c'était des pre-tapes, mais c'est ça, il est parti de la WWF après, mais il y en a qui disaient que c'était plus un beef un beef créatif puis de contrat comme quoi que c'est pour ça qu'ils se sont pas attendus puis que finalement ils l'ont gardé sur la carte parce que j'imagine que c'est vendeur aussi d'avoir un Mr. Perfect annoncé sur la carte à ce moment-là. Mais, mais tu dis c'est vendeur, mais si Macho Man c'est encore plus vendeur, non? Tu l'annonces avant? Ouais, mais dans ce temps-là, il était plus dans les surprises que les annoncements, non? Ouais, mais quand même, je trouve que Macho Man c'est un plus gros cachet que Mr. Perfect, même si Mr. Perfect était écœurant. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que il était pas là à cause de ça, puis que ils ont décidé de le garder quand même sur la carte pour le show. Puis Savage, lui, évidemment, est arrivé avec Crush, qu'on va voir tantôt dans le show. Puis pourquoi ça te fait rire qu'il soit cambré? C'est celui qui a accroché avec les pieds, ça? Oui, en effet, oui. Après 240 quelque chose, t'as compris. Parfait. Ouais. T'es temps. Ouais, c'est vrai. Et Razor et Martel débutent le bal. Et Ramon a l'avantage avec un follow-away slam suivi d'une goutte atomique avec des clotheslines pour le mettre au tapis. Et de la mauvaise communication où Martel tente un coup de coude à Razor, mais c'est Adam Bomb qui le reçoit. Et le gérant d'Adam Bomb, Harvey Whippleman, vient en fond dire sa façon de penser à Martel, qui lui le slug dans la face s'il fait tomber au tapis. Puis évidemment, après ça, Bomb et Martel, ils se poussent un peu. Puis là, des Diesel puis IRS qui embarquent dans le ring, puis qui calment le jeu, évidemment, pendant que Savage est dans le coin, puis il fait ça comme ça. Là. Oh, encouragez-les! Fait que voilà, mais ça les calmé, puis tout le monde revient dans son coin, puis tout est correct. Ouais. Et après ça, Bomb attrape le Kid par la gorge et l'écrase au sol dans un beau bump du 1-2-3 Kid, où il est vraiment tombé sur le cou, pratiquement. Et après ça, il dit que Bobby Lynn dit que le 1-2-3 Kid a de la misère parce que son heure pour se coucher est passée. Parce que c'est un Kid. Voilà. Autour de Diesel de malmener le Kid avec une grosse botte et une souplesse de clé de boyau. Et finalement, le Kid fait un ciseau de tête et tag Savage. Tu vas-tu en sortir à GPW, ça?
Ben, ça y est, si quelqu'un le fait, on va le faire. C'est bon. Finalement, le Kid fait un site hôtel des tags Savage. Il est une maison de feu. Et il lance Bomb sur Diesel et après ça, sort Bomb avec un coup de genou dans le dos. Un move classique du Macho Man. Et après ça, il monte au top et son elbow dans le deuxième corde élimine le gros papa cool du combat. Quelque chose qui ne serait pas arrivé même pas 6 mois plus tard. Ouais, il est peut-être rentré avec sa musique, mais il est sorti en premier. Ouais, pas de musique. Alors, il est éliminé, ce cher Diesel. Et après ça, on a quelques minutes plus tard, Randy domine IRS quand Crush arrive dans l'entrée. Et il distrait Macho qui monte sur le troisième corde pour l'engueuler puis faire signe de venir dans le ring, le rencontrer pour qu'il se tape sa bouche un petit peu. Et Erwin en profite pour faire un roll-up et élimine Macho Man 1, 2, 3. Et après ça, Savage, lui, il s'en fout. Il part à la poursuite de Crush qui est backstage. Ouais, puis ça, en plus, ça a été un moment où je trouve que le combat a pris un down après ça, parce qu'avant ça, il y avait un bon rythme, puis on dirait que ça a comme... Je sais pas, la foule était un petit peu moins dedans après cette pin-là. Ben, tu sais, en même temps, faut que tu dises aussi l'idée qu'il y a dans le match, il y a IRS, là, fait que c'est comme un peu normal qu'il y ait un down dans le match aussi. Là. Je suis désolé, mais IRS a offert toute une performance dans ce combat. Ouais, c'est ça. Hey. Et puis en plus, j'ai pensé à toi, Mané, dans le commentaire, là, Vince, il dit IRS, what a wrestler extraordinaire, one of the greatest technicians in the history of the WWF. J'ai ri en tabarnak quand même. Écoute, si Vince le dit, moi je le crois. Oh, ouais, c'est sûr. Parfait. Et après ça, Jannetty est là et reçoit une souplesse arrière d'Adam Bomb. Et après ça, Martel manque un coup de bélier. Et Jannetty va taguer Ramon. Et pardon. Jamon Intercontinental fait un chokeslam suivi du Razor's Edge pour éliminer IRS du combat. Et après ça, sauf que IRS, vilain, prend sa revanche. Et quand Ramon a une autre tentative de Razor's Edge sur Martel, il donne un coup avec sa petite mallette. Et après ça, Martel, lui, lance Ramon en bas du ring. Et ce dernier se fait compter à l'extérieur du ring pour être éliminé du combat. Fait qu'en même temps, en faisant ça, ben, il perd le match, mais tu le protèges en même temps. Fait que, ouais, puis tu vois, IRS a pris un coup pour l'équipe, puis il est allé chercher un pour l'équipe. Fait que tu vois, là, il a pris un coup, il n'avait pas le choix, il était pogné dans Razor's Edge, pas comme s'il avait fait à date, c'est le MVP du match. Elle donne une idée de manette à la fin du show. Ouais. Parfait. C'est un des meilleurs matchs de la carte. Bon, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pas d'accord. OK. On est maintenant 2 contre 2. Jannetty, le Kid, contre Razor Bomb. Contre Alan Bomb et Rick Martel. Et l'enfant du compte de 3 saute sur Bomb en bas du ring. Mais il l'attrape et l'écrase au tapis avec un body slam. Et après ça, dans le ring, Alan Bomb fait un super beau slingshot clothesline. Encore un autre Bomb du Kid qui plie en portefeuille sur cette manœuvre. Et le Kid finit par faire le tag à Jannetty, qui est une maison de feu, et des maisons d'autres choses aussi, souvent. Et il écrase la face du modèle Martel dans le coin 10 fois, suivi d'un coup de coude doublé avec le Kid sur Rick. Et après ça, le Kid projette Martel dans le coin qui renverse, mais le Kid lui-même renverse avec un roll-up. Et c'est 1, 2 et 3. Martel est éliminé. Très bien exécuté. Oui, et tout de suite après, une question de secondes plus tard, Jannetty fait un coucher de soleil, un sunset flip à Adam Bomb pour un autre compte de 3 et gagner le combat pour son équipe. Alors, les seuls survivors du match sont 1, 2, 3 Kid et Party Marty. Mais tu sais, Jannetty, il faudrait se trouver un petit son pendant que tu le fasses à tous les fois. Ouais, hein? Mais pour vrai, Jannetty, on niaise beaucoup, là, mais à un moment donné, il était fucking over, puis il est bon, c'est un bon lutteur. Là. Fait que tu sais, s'il n'avait pas fait le câble, Jannetty, on dit tout le temps, on dit souvent l'expression, t'es-tu le Jannetty des Rockers, mais tu sais, les deux auraient pu avoir une belle carrière séparément aussi, s'ils avaient resté dans le droit chemin. Ouais. Et un très bon opener malgré quelques longueurs parfois, mais c'est normal quand le match joue 25 minutes puis il faut que tu élimines 8 personnes ou presque. Tu sais. Ouais. C'est normal. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de développement de storyline. C'était vraiment intéressant pour ça. Fait que, tu sais, Survivor Series, je trouve que c'est fait pour ça. Là. Habituellement, on parle beaucoup du Rumble que prépare le WrestleMania Season, mais Survivor Series aussi, c'est un pay-per-view qu'habituellement, tu peux préparer des rivalités pour aller jusqu'à ta saison de WrestleMania. Ouais. Donc, très bien exécuté. Puis, juste une petite anecdote comme ça que je peux dire maintenant aux fans, parce que je pense pas qu'on va l'avoir au podcast, mais dans la dernière année, en 2023, moi, j'ai discuté 2-3 fois avec Adam Bomb sur Messenger.
Mais pourquoi tu penses qu'on peut l'avoir? Il a tiré quelque chose? Ouais, non, il n'y a rien arrivé. C'est juste que c'est compliqué puis j'ai pas l'impression que ça va se concrétiser, mais on n'est pas assez proche d'avoir Adam Bomb au podcast. Jamais dire jamais. Brian Clark. Je ne sais pas si on va l'avoir, mais juste pour dire, pour être transparent, il y a eu des discussions cette année avec lui. Ce serait cool. Ça dépend c'est quoi si le problème c'est question de. Non, mais. Même pas? Non, même pas. Non. Ok, parfait. On va garder ça là-dessus pour l'instant. Oui, exact. Et Ramon et IRS vont s'affronter au Rumble dans un combat revanche pour la tête intercontinentale de Ramon. Et Diesel, il va avoir une belle performance dans la même soirée dans le Rumble match qui va éliminer genre, je pense qu'il y a eu 7 gars qui éliminent, je pense, 7-8. Tu parles de Razor? Non, Diesel dans le Rumble. Ah, Diesel, il élimine 9 peut-être? Non, 7 ou 8. 7 ou 8. Mais je pense que c'est 7. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est 7. Parfait. Fait que, puis après ça, le Macho Man va continuer sa guerre contre Crush. Et après ça, Lucky et Genevieve vont devenir une équipe full-time après, pour une couple de mois. Puis ils vont même gagner des titres par équipe au début de la prochaine année contre les Québécois. Et pour Adam Bomb et Eric Martel, il n'y a rien à signaler côté storyline pour le futur pour ces deux lutteurs-là. Dommage, surtout pour Rick Martel. Ouais. Adam Bomb n'est pas mauvais non plus. Non, les deux sont très bons. Puis évidemment, je l'ai pas dit tantôt, j'ai oublié, là, mais pour ceux qui sont sur YouTube, là, vous allez être contents de voir que je vais vous montrer le beau VHS de Survivor Series 93. Sauf que j'ai une petite surprise quand je l'ai ouvert tout à l'heure, on va te montrer après. Là. Fait qu'évidemment, la pochette, même c'est drôle la pochette parce qu'il y a encore annoncé M. Perfect puis Jerry Lawler. Mais quand j'ai ouvert mon VHS, regarde. Est-ce qu'il est pété? Il est plus top. Ça marche quand même? Là, j'essayerais pas, là. Qui t'a vendu ça? Je l'ai pas. Non, ça fait longtemps que je l'avais, celle-là. Fait que. Je sais pas. Pour moi, quand j'ai changé d'un tiroir à l'autre, peut-être qu'il est cassé. Puis je l'ai pas remarqué. De toute façon, on va être franc, tu l'aurais-tu écouté? J'ai écouté avant. OK. Oui, je l'aime, cet événement-là. Pour vrai, tu sais, de 93, le monde n'aime pas l'année 93, puis je comprends. C'était pas tout le temps bon, là. Mais c'est genre l'année qui me rend. C'est genre mon comfort food, si on veut, mettons, là. Ouais. Tu sais, genre, mon plaisir coupable, si on veut. L'année 93, j'aime bien les shows de 93, là, que ce soit, en fond, au complet. Tous les pay-per-view de 93, même WrestleMania 9, là, c'est pas un bon show, mais c'est pas, ça me feeling, tu sais. Je peux comprendre pour le comfort food. Ouais. Tout ce qui est nourriture, toi, tu peux comprendre facilement. Exact. Ouais. Interview time avec Todd Pettengill. Malheureusement, plus de Bing Jean qui était parti à la WCW un petit peu avant ça. Mais Todd, il est cool. Ouais, pour vrai, non, c'est pas un dig contre Todd Pettengill, là, mais. Il était revenu il y a quelques années à NXT pour le In Your House. Il était même un DVD Best of In Your House, il était dedans, celui qui faisait le host du Blu-ray VHS, pas VHS, mais DVD. Puis il était avec Shawn Michaels et sa gomme. Et l'histoire est que HBK a encore de l'amertume envers Bret Hart et sa famille à cause des Survivor Series l'année passée. Évidemment, l'année suivante, précédente, en 92, dans le main event, Bret Hart avait affronté Shawn Michaels dans leur premier combat en solo d'envergure. Puis Bret Hart avait gagné. Fait que, tu sais, évidemment, c'était pas le plan premier du match, là, en bout de ligne, parce que c'était Jerry Lawler, là. Mais c'est ça qu'ils ont pris comme explication pourquoi c'est Shawn Michaels qui avait pris la place de Lawler. Fait que, tu sais, c'est pas la meilleure exécution, mais au moins, on sait de quoi. Ouais, exact. Ouais. Puis, fait qu'après ça, évidemment, Todd nous envoie un autre interview time plutôt dans la journée avec Ray Combs, qui est l'animateur de la guerre des clans version Amérique, qui est avec la famille Hart, avec Bret Hart, Owen, Keith, Bruce et Stuart. Attends, elle va faire tout à l'heure. Comme j'ai dit, la version légale. Dans le fond, c'était le Luxonide de l'époque. Family Feud, en anglais, c'est ça? Ouais, Family Feud, ouais. Et ils ont fait une erreur quand ils ont mis mon père là-dedans, dit Bret. On s'en fout des Knights. C'est toi qu'on veut, Shawn Michaels, après tout ce que tu as fait. Et après ça, le Rocket Owen Hart dit que Shawn et ses Knights s'en vont à terre parce qu'on est une famille fière qui se bat jusqu'au bout. Et après ça, Keith lui dit qu'il espère qu'il y a beaucoup de monde, du personnel des ambulanciers qui sont là parce qu'il va y avoir une grosse Heart Attack dans le ring ce soir. Puis ils sont prêts pour l'action, dit-il au grand complet. Puis de retour à Shawn, qui lui dit que si ses parents ressembleraient à ça, ils auraient mis 6 pieds sous terre avant que leur cœur batte ou non. C'est un petit peu chiant. Là. Mais non, c'est correct. En même temps.
Ouais. Puis il dit, évidemment, l'année passée, toi, on était champions les deux, puis j'avais changé pour la belt, mais cette année, c'est juste moi qui ai une ceinture, puis toi, tu n'en as pas. Fait que c'est moi qui ai l'avantage. J'ai des chevaliers que j'ai choisis moi-même. Toi et ta famille bidon. Un pompier. Moi, tu pourras pas m'éteindre. Ou un enseignant remplaçant. J'ai pas besoin de personne me montrer quoi faire. Je sais tout déjà. Et si le vieil homme se mêle de mes affaires, je vais le tabasser tellement fort que t'es encore plus laid qu'il l'est déjà, si c'est possible. Fait que Shawn Michaels, évidemment, dans son baveux classique, Cocky Shawn. Ouais. Puis c'est hâte, hein, parce que, tu sais, on pense souvent à la rivalité Bret Hart et Shawn Michaels, puis on se dit, tu sais, c'est une des plus grandes rivalités, mais tu sais, si tu mets les matchs par équipe qui ont eu, tu sais, à partir de, quoi, 80, un petit peu plus, avant 92, un peu. Ouais. Tu sais, Ben, Rockers contre les Hart Foundation. Exact. Sur le long terme, ils ont eu pas mal d'affrontements classiques de différents genres. Fait que c'est intéressant de voir qu'ils ont évolué ensemble, puis tu sais, ça s'est rendu jusqu'où ça s'est rendu. Ouais. C'est hâte, pareil. Très, très hâte. Ouais, puis après ça, on a Ray Combs qui est dans le ring pour l'introduction du combat. Et il fait des jokes sur Shawn Michaels, puis ils sont pas bonnes, ces jokes. Mais il y en a une qui m'a fait rire là, sur la gang complète. Là. Il dit que la mère à Shawn Michaels est tellement laide que quand elle va dans le bois, c'est Bigfoot qui prend des photos d'elle. C'est bonne, celle-là. Recon, c'est pas celui qui était des disciples, pas des disciples, mais les... Recon? Pourquoi tu parles de Recon? Ray Combs. Non, ok, je pensais Recon, celui qui était avec Kurgan et tout ça. Là. Ben oui, je sais qui tu parles quand tu dis Recon, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Là. Et là là. Match numéro 2. Es-tu prêt, mon cher? Oh. Shawn Michaels et ses chevaliers de colon, ses chevaliers de cour contre la famille Hart, Bret, Owen, Bruce et Keith, avec Stu dans leur coin dans un combat évidemment Survivor Series. Puis évidemment, vous saurez sûrement qu'à la base, c'est Jerry the King Lawler qui devait affronter la famille Hart ce soir à Survivor Series. Mm-hmm. Dans une histoire qui avait été accusée de viol et de sodomie de mineurs à Memphis. Ben là, faut le dire. Là. Ouais. Ça te fait rire, toi, la sodomie? Ouais, la sodomie, oui, mais quand tu as dit mineur, j'ai arrêté de rire. Bon, ok, une chance. Parce que sinon, ça ne durerait pas longtemps le podcast. Ouais. Une chose qui a été acquittée quand la victime a rétracté son histoire, le classique. Avec un peu d'argent, tu peux acheter la vérité. En parle! Et son remplaçant est Shawn Michaels, qui lui-même avait été suspendu par la WBF pour avoir pris des stéroïdes, de quelque chose que Shawn a encore démenti à ce jour. Fait que, tu sais, je veux bien croire que... Non, mais je veux bien croire que Shawn Michaels, des fois, il comptait des mensonges dans son temps. Mais là, si même en 2023, il dit que c'était pas vrai, je le crois. Là. Moi, c'est d'autres choses. Moi, c'est d'autres choses, sûrement. Là. Mm-hmm. Ben, tu sais. Et du Viagra. En 93, ça n'existait pas, ça. Ben, il doit bien avoir quelque chose pour rendre... Ouais, peut-être, mais... Pour rendre le tuyau utile. Que t'es rendu plombier, toi? Mais dans le fond, il avait dit en kayfabe dans la storyline, comme quoi qu'il était suspendu parce qu'il n'avait pas défendu sa ceinture dans les 30 derniers jours, la fameuse clause de la ref dans le temps. Ça a changé, hein? Ouais, c'est pas mal. Ils l'ont ramené parce qu'il n'y avait pas le choix vraiment, parce qu'il n'y avait personne d'autre pour remplacer pour Jerry Lawler. Là. Mm-hmm. Puis ils ont fait un segment quelques jours avant le gala où Shawn Michaels et Rio Rogers. Bruce Pritchard, c'était Bruce Pritchard en cowboy avec la voix de Dusty Rhodes. Et boy. On visitait la maison des Hart, dans le fond, qui était la maison d'Howard Finkel, mais déguisée. Et faire un peu de heat pour le combat avec un remplacement impromptu. Fait qu'ils ont fait leur possible, là, c'est pas évident. Là. Puis le pire, c'est que c'est drôle là-dedans parce que l'année d'avant, sur Survivor Series, elle est arrivée la même affaire avec Warrior, là, qui était parti à la dernière minute, puis ils ont pris Perfect la journée d'avant. Là. Puis cette année, c'est drôle parce que c'est Perfect qui s'en va. C'est fucké, hein? C'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent carte sujette à changement. Ok, parfait. Mais merci de m'avoir couvert pendant que je prends ma gorgée. Ah, ben, je regardais pas, c'est pour ça. Ah, ben là. Je regardais d'autres choses en même temps. D'accord. Et les chevaliers de Shawn Michaels sont Jeff Gaylord, Barry Horowitz et Greg le Marteau Valentine. Mm-hmm. Si vous voulez une petite histoire drôle là-dessus, là, une histoire cocasse. Mais à la base, il y avait un autre lutteur qui était prendre être un des chevaliers. C'était Terry Funk, évidemment. Le Terry Funk qui est malheureusement décédé il y a une couple de mois. C'est censé être lui, un des gars qui était chevalier masqué.
Puis ce qui est arrivé, c'est qu'en fond, la veille, Brett, il a expliqué à Terry Funk l'histoire au complet. Fait qu'en fond, c'était arrivé, tout le temps, c'était démasqué un par un les Knights. Puis c'était pour se rendre compte que c'était lui. Puis tout était correct, là. Puis Terry Funk dit, OK, ouais, c'est correct. C'est bon, c'est une bonne idée. Puis dans la même soirée, plus tard, ben, il a appelé Vince. Ah non, il a appelé Bruce Pritchard, pardon. Puis, tu sais, en fond, il voulait pas faire cette affaire-là, mais il voulait pas le dire. Fait qu'il a dit, Bruce Pritchard, mon cheval est malade, faut que je m'en aille. Ben. Ouais, mais c'est sa façon de lui de se débarrasser du match et de s'en aller, là. Son cheval est malade, je comprends ça, moi. Puis même que c'est drôle, parce que quand il est tombé en 97, là, la première affaire que Vince lui a demandé, puis ton cheval, il va-tu mieux? Croyais pas, je pense. Hein? Ben non, mais c'était juste pince pour faire une petite blague de même, là. Puis? Fait que voilà. Fait que Terry Funk était censé être un Knight, mais il a pas dit non. Puis? De quoi, puis? Ben, il a-tu mieux, son cheval? Ben là, aujourd'hui, je pense pas qu'il va être encore là. Son cheval ou lui? Ben, les deux, malheureusement. Ok, parfait. Mais oui, mais là. Ouais. C'est mon mandat, moi. Ouais, gardez ton mandat. Dans ce combat-là, ben, Bobby Heenan est en feu, littéralement. Puis je vais faire part de ces quelques meilleures lignes quand elles vont arriver, évidemment. Puis là, il y en a une couple, il y en a deux back-à-back, évidemment, là, que je vais vous dire. Là. En fond, quand Stuart arrive avec son jacket des Blues de Boston, il dit que Bobby dit qu'il a encore volé de la table de marchandises. Il dit après ça, Vince, il dit à Heenan de faire attention parce que derrière lui, il y a la famille Hart. Puis Bobby de répondre, ah, c'est ça l'odeur. Je me demandais c'était quoi. Ce qui était écœurant, Bobby. Aucun sens. Puis une petite affaire aussi, là, avant de commencer pour le review du match. Tu sais, j'adore Bret Hart, hein, évidemment. Tout le monde le sait, là, j'en parle souvent. Là. Mais Bret Hart, là, en singlet, pas de pantalon, là, non. C'est pas beau, j'aime pas ça. Ouais. Non. C'est. Non. J'ai pas le goût de voir ses cuisses. Ben, Bret Hart, au Moyen-Orient, d'après moi, ils ont aimé ça. Moyen-Orient, tabarnak. Tu du monde, c'est écoute au Moyen-Orient? Faudrait que je check, mais on en avoir un au moins. Au moins 1% d'après moi. Ouais. Son ex à Brett, sûrement, qui écoute le podcast. Parlant de Brett, as-tu vu l'annonce qui est sortie avec lui sur Amazon, pour Amazon? Ouais. C'est malade. Oh wow, c'était tellement... Ouais. Et Sean était chevalier, dans le fond, manque de communication pour débuter le combat, puis il se rentre tout dedans, là, des spots genre la Three Stooges un peu. Là. Puis après ça, il y a Bobby Heenan qui dit qu'il y a un des gars de la famille qui s'appelle Bruce. Hein? C'est pas un nom stupide, ça, Bruce. T'as 9 mois puis tu trouves ça comme nom, Bruce. C'était écœurant comme nom. Mais dans le fond, c'était pas un running gag, mais c'était une joke qu'il faisait à Bruce Pritchard qui était dans le cast d'écoute. Là. Ah, ok. Parce que c'est un de ses grands chums, fait qu'il niaisait en disant ça aussi. Là. Wow. Heenan, là, pour vrai, là, le sens du punch, là, il y a pas grand monde qu'un. Puis je suis pas mal sûr que c'était pas scripté puis c'était pas dans ses oreilles. Puis c'est rien, là, parce qu'il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Là. Ouais. Puis, mais malheureusement, pour Bobby Heenan, je vais en parler peut-être. Rappelle-moi-les après le gala, je vais en parler un peu parce qu'il arrive de coup pour Bobby Heenan après ça. Ouais. Ouais, parce que le combat a quand même un slow start, là, pareil, là, sans joke. Puis Brett Matter, le chevalier bleu, Valentine, avec 2 gouttes atomiques et une ligne en courant pour un compte de 2. Et après ça, pour un autre compte de Bobby Heenan, Vince dit à Bobby Heenan de faire attention parce que tu vas venir. Hein? Faire attention. Ah, non, j'ai mal lu un nom. De faire attention parce que Stu venait le confronter s'il l'entend, qu'est-ce qu'il dit sur lui. Puis Bobby répond ça va prendre 2 heures, puis on sera plus en onde. Fait que ça ne me dérange pas. Et Bobby. L'équipe de Sean domine Bruce et coupe le ring en 2 pendant un bon moment. Et après ça, après une ligne sur HBK, Bruce fait le relais à Brett. Il fait son comeback habituel, évidemment, sur le Chevalier Noir. Et Tag Owen, qui fait son coup de pied circulaire. Et pas longtemps après ça, il fait un saut chassé de la 3e corde de type missile. Et c'est l'élimination du Black Knight du combat. Ouais. Puis après ça, Bobby Heenan dit qu'il a demandé à Stuart plus tôt dans la soirée s'il était fier de ses garçons. Puis ça a l'air que Stu il a répondu « Quoi? J'ai des garçons? » Vieux sénile. Alors, mais là, c'est pas vrai. Là. Je sais, mais c'est un vieux sénile pareil. Et pas gentil, ça. OK. Ouais, les Hearts travaillent la jambe du Chevalier Rouge.
ce Shawn et son équipe prennent l'appareil en travaillant le bras de Bruce sur les chants boring de la foule de Boston. Et malheureusement, ils ont raison là-dessus. Et plusieurs longues minutes plus tard, HBK tente un saut de la 3, mais Keith s'est tassé. Comme la police, là, il s'est tassé du mur puis rentré dedans. Laisse-moi les jokes. Avant, je m'attendais que tu le dises, parce que je l'ai dit avant pour faire un trop grand froid dans le podcast, là, parce que moi, je suis un gars de même. Hein. Quand quelqu'un parle pas, ben, j'essaie de parler, boucler la conversation. Mais lève ta main, tu vas pouvoir parler. Non, on marche pas de même ici. OK. Ouais. Puis, fait qu'après ça, plusieurs longues minutes plus tard, après que j'ai dit ça, Brett attrape le Chevalier Rouge, lui fait abdiquer avec le Sharpshooter. C'est maintenant 4 contre 2, le bleu et Shawn Michaels contre la famille Hart au grand complet. Puis, le bleu, c'était-tu Steve? Non. Non. OK. C'était Valentine. C'est une joke, mais je pense que t'as pas catché. Tu vois? Mais je comprends pas le bleu Steve. C'est quoi le bleu Steve? Steve, c'est le bleu. C'est une vieille joke. C'est pas grave. Je ne connaissais pas ce joke-là, fait que c'est ce qui arrive. Hein. Ah, toi. Ben là, je la connais pas, la joke, pas en faute. Je la connais pas, mais je la connaîtrais pas demain. C'est ça dans tout. Et après ça, Bobby Dunn, après ça, dit qu'il mangeait tous les jours dans la maison des Harts aussi. C'est comme vivre dangereusement. Ouais. Et Brett se fait mener par le bleu et Shawn quand, après ça, Vince dit que la famille Hart est une belle famille. Et après ça, Bobby Dunn part à rire hystériquement. J'ai ri, qu'est-ce que j'ai vu ça? Mais c'est vrai qu'à part Brett, ils sont pas mal toutes là. Non, c'est pas la plus belle famille. Il y en a des exceptions. Owen n'est pas là non plus. Là. Ah. Ben là, c'est vrai. Là. J'adore Owen de tout mon cœur, mais pas très bon. Il est pas laid. Il a juste un grand nez, c'est tout. Là. Owen Wilson ou Owen Hart? OK. Owen Hart. Pas du même. Okay. Wouh! Ben voyons. Mais c'est Owen Hart qui faisait ça. Mais non, c'est Sting puis Ric Flair. Ben non, Owen Hart faisait ça aussi, tu te rappelles pas? Ben oui, je sais. Mais non! Avec ses slamis. Elle parle pas de même, tu vas rester de même. Tu vas rester de même. Éventuellement, Brett tag Owen et fait un elbow de la 2 sur le Blue Knight. Et après ça, Shawn va en bas du ring et voit Stu qui lui sac une bonne shot que Shawn vend à la merveille. Et après ça, HBK reçoit tout de suite après ça un dive du Rocket à l'extérieur du ring. Okay, là, en plus, la shot de Stewart était nice en crise. Ça a pris du temps à se faire parce que c'est Stewart, puis il est plus réflexe d'un chat. Là. Mais c'était bien hot, puis le sel de Shawn était parfait. Stewart, on dirait qu'il avait 80 ans pendant 15 ans. Ouais, ça se peut. Bon. Et dans le ring, après un bulldog, Owen fait abandonner le Chevalier Bleu avec le Sharpshooter et Shawn est fin seul contre les 4 Hart. HBK essaie de s'en aller, mais Brett le rentre dans l'arène. Et après ça, un super kick de Shawn Michaels voit un compte de 2 sur Bruce. Évidemment, à l'époque, c'est pas son finisher parce que sinon Bruce n'aurait pas dégagé. Sinon, il y aurait des problèmes, je pense, backstage après. Je pense que oui. Ouais. Et après ça, évidemment, un autre coup de Bobby Heenan, il voit qu'en arrière de Charlotte des Bruins de Boston de Stewart, il y a un gros ours, là. Puis il dit « Ah, c'est bien cute, il y a la photo de sa femme en arrière de son chandail. » Colin. Tellement inspirant. Ouais. Et Brett est sur Shawn avec plusieurs comptes de 2. Et il veut lui faire un brise d'eau, mais Shawn met les doigts dans l'œil. Et après ça, il hard tag son frère Owen. Souplesse ventre à ventre sur l'enfant briseur de cœur pour 2. Et après ça, Owen fonce sur Shawn qui se baisse. Et Owen rentre dans le Hitman qui revolte sur la barricade. Et après ça, quand Owen se retourne, il se fait surprendre avec un roll-up pour le compte de 3 par Shawn. Le Rocket est éliminé. Et tout de suite après, ben, il n'est pas content. Il kick la corde, puis il dit à Brett « Qu'est-ce que t'es dans mon chemin, tosse-toi? » Ouais. Il est en beau fusil. Il est en beau fusil, le Rocket. Ouais. Rocket Launcher? Ah, exactement. Mais c'est le nom de finish en équipe avec le Anvil dans le temps, le Rocket Launcher. Ouais. Ben oui, je sais. Puis après ça, évidemment, il y a une imitation de Bobby Heenan qui imite tout. Il va « Hey, Brett, get up, you lousy bum. » Colin. Wow. On a eu la chance de vivre ça. C'est fou, pareil. Tu répondras au vieux monsieur là, sur Messenger. Ok, parfait. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on est pas vraiment. Ouais, c'est ça. On l'a pas dit. Non, c'est ça. Michael se défend tant bien que mal, mais quand Brett va pour le sharpshooter, ben, Shawn se sauve et on a une équipe gagnante, la famille Hart. On est seuls survivants, Bruce, Keith et Brett. Et après ça, Owen revient pour célébrer, mais non! Et après ça, il tire le maillot de Brett pour le faire descendre du turnbuckle, puis
évidemment, il se pousse, puis Keith, puis ben pas Bruce, Bruce Hart, on dirait qu'il s'en calissait, puis il dit « Oh, vas-y, Carly, ne me dérange pas. » Là, à un moment donné, Brett, il le regarde, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais rien? » Mais ouais, fait qu'après ça, évidemment, ben, il y a de la brasse camarade entre les deux, puis ça finit que Owen reste dans le ring tout seul, puis il célèbre sa victoire, si on veut. Oui. Puis c'est drôle parce que après ça, il y a Hélène qui est dans la foule, la femme, évidemment, la femme de Stu, puis la mère de Brett, tout le monde. Là. Elle se met à brailler, puis Bobby Lynn fait « Oh non! Ils vont venir chercher toutes mes dents! » Elle braille tout le temps, Hélène. Ouais, puis il a dit « Ah, oh, les deux! » Les deux dents, là. Ah oui, on a compris. Ben ouais, ben je sais, ben c'est pas grave, c'est pareil. Owen dit à son père qu'il est allé avec Brett autour dans le chemin, qu'il n'a jamais sa reconnaissance à lui. Évidemment, après ça, la foule eut Owen quand il célèbre tout seul dans le coin. Après ça, Pellengill, il dit qu'il veut des explications d'Owen Hart, mais il ne veut pas en parler. Il quitte les lieux. Fait que voilà, et fait que dans le fond, un bon match. Non, pas vrai, pantoute, j'ai pas manqué ça pantoute. Un match beaucoup trop long. Oui, à part la fin et une coupe de spot, là, c'était pas mal moyen comme combat. Puis non, c'était pas chic. T'as-tu préféré celui-là ou le match avec RRS? Ben, je peux pas en parler, là. Non? Ben là, on va regarder ça pour la fin du show. Ok, parfait. En tout cas, toi, peux-tu le dire? Non, mais je peux dire que l'autre, il a dit ça. J'espère que ça ne dépassera pas 3 heures, ce podcast-là. Bon, moi, j'ai pas rien à dire vraiment sur l'autre podcast d'après, à part des bêtises, ça va aller vite. Non, moi, ce match-là, c'était un peu décevant, étant donné que tu avais Sean d'un bord pas mal tout seul, puis tu avais la Hart Foundation, famille Hart. Fait que je pense que si Sean avait eu des vrais partenaires, puis qu'il y a une vraie histoire, puis là, tu vois qu'ils ont essayé de boucher des trous, puis tout ça, ça aurait pas été mieux, mais j'ai l'impression qu'il était trop, comment je pourrais dire ça, préoccupé par toute la storyline à la place du match, puis je pense que ça s'est fait trop dernière minute, puis que ça n'a pas donné ce que ça aurait dû donner. Ouais. Et évidemment, ce soir, il y a le premier stop pour la rivalité entre Brett et Owen, la fameuse rivalité qu'on a parlé beaucoup au début du podcast, évidemment, puis aller voir la vidéo de Brett, première année qu'on a faite pour aller voir des détails là-dessus. Pendant que Sean va être occupé avec un certain Razor Ramon dans un combat d'échelle pour quelque chose. Et après ça, on a un split screen sur les commentateurs télé et aussi de la radio de WBF, JR et Gorilla. Ils vont changer de place pour le prochain combat. Puis Ross, il dit que Monsoon est prêt pour Bobby. Puis après ça, Gorilla, il dit à Vince que je sais que à côté de toi, tu as une pauvre excuse pour un être humain. Puis Enon, il dit tu vois comment il parle de Ray Combs? Je parle pas de Ray Combs, Brain! Ray Combs, le gars qui était avec Kurgan, avec. Non. Ray Combs, comme Honeycombs avec un Ray avant. Ah, Honeycombs, ça c'est bon. Ben oui, hein, je parle ton langage. Et après ça, après une pub pour WrestleMania 10, on nous parle des événements qui sont arrivés entourant le main event. Je vais attendre pour le match tantôt pour vous le dire. Et après ça, Jim Cornette est là pour introduire ses poulains pour le match numéro 3. Les Heavenly Bodies avec Jim Cornette contre les Rock'n'Roll Express pour les équipes de la Smoky Mountain Wrestling. Et les Bodies sont le Docteur du Désir, Tom Pritchard, et le gigolo Jimmy Del Rey. Je pensais que c'était Danny Dallas. Il ressemble pas mal, je trouve. Un petit peu, ouais, un petit peu. Et les Express sont évidemment Robert Gibson et Ricky Morton, fameux tag team évidemment reconnu comme un des meilleurs tag team ever. Wow! Et dans un fun fact intéressant, les Buddies et les Express sont affrontés plus tôt dans l'année à la WCW, à Super Brawl au mois de février. Puis la seule affaire qui était différente, c'est qu'à place de Jimmy Del Rey, c'était Stan Lane, mais sinon, c'était le même combat pareil. Fait que c'est quand même weird que ce soit dans la même année, dans deux fêtes différentes, les deux plus grosses fêtes, évidemment. Là. Fait que, un cool fun fact, je trouve. Et Jim Cornette, wow! Ouais. Et les Buddies jump l'Express pour prendre l'avantage, mais ça ne marche pas. Gibson ouvre les cordes pour Morton qui dive sur l'équipe de Jim Cornette. Puis il y a de la belle lutte, mais la foule s'en fout sûrement parce que, évidemment, ils sont venus voir la WBF, puis Smoky Mountain Wrestling, ils ne connaissent pas, fait qu'ils s'en calissent. Exact. Ouais. C'est comprenable aussi, là. Et la foule se réveille un peu après un powerbomb de Pritchard sur Morton. Et à l'extérieur du ring, Cornette tient Morton pour que Del Rey fasse un saut de lune. Et après ça, d'autres belles manœuvres des Buddies, comme une leg drop de Del Rey pendant que Pritchard tient Morton en prise de l'ours. C'est un peu comme faisait dans le temps avec Too Cool, là, que le gars il tient plus bas, puis on fait une leg drop. Là.
Et après ça, un Power Slam, tout ça pour un compte de 2. Et après ça, un moonsault du top du Gigolo pour un autre compte de 2 pour les Heavenly Bodies. Sauf qu'ils font une erreur quand ils se baissent devant Ricky Morton. Il fait un double DDT aux 2 avant de taguer Rip Gibson sur l'apathie de la foule. Et la foule s'en fout pas mal. Il n'y a presque pas un bruit pendant le comeback de Gibson. Dommage. Ouais, mais c'est comme s'ils disent, ils sont pas là pour les voir eux autres, s'en foutent. Et Del Rey projette Morton en bas du ring par-dessus la 3. Et Gibson dit à la bas que c'est une disqualification, évidemment, à la Smoky Mountain Wrestling, mais c'est de la WWF ce soir, donc ça marche pas, ce règlement-là. Puis pourquoi qu'il a fait ce match officiel pour la Smoky Wrestling? Parce qu'il y avait un deal avec Jim Cornette pour le promouvoir à la WWF. C'est pour ça que Jim Cornette est là à la base. Là. Un peu comme la ECW avec... ouais, genre. Dans le même genre, là, ouais. Ouais, dans le même genre. Et quelques secondes plus tard, Gibson et Pritchard ont tombé quand Cornette lance sa raquette à Gigolo Del Rey qui est sur le turn de la troisième corde. Il l'a quand même lancé haut dans les airs puis il a pris la raquette. Puis après ça, Del Rey saute sur Morton avec la raquette derrière la tête. Et Pritchard fait le tomber. 1, 2 et 3. Nouveau champion de la Smoky Mountain Wrestling par équipe. Tes poulains, à toi et à Jim Cornette. Yes! Les Heavenly Bodies. Astic sont écœurants, les Heavenly Bodies. Wow! Ouais. C'est mon tag team sous-estimé, que je parle pas souvent, mais que j'apprécie beaucoup. Ben oui, c'est une très bonne équipe. Je suis d'accord avec toi. Et côté là, c'est un bon combat, mais à la cause de la foule, qui s'en fichait un peu, ça perdait un peu de son lustre. C'est comme écouter un match de lutte à mute. Là. Ouais, est-ce que ça a joué dans ta note à cause de ça, toi? Du match ou du pay-per-view? Mettons du match, là, quand tu as décidé de faire tes matchs of the night puis tes worst match of the night, non? Ça a aidé un petit peu côté là-dessus, mais le match était bon, mais c'est... Je ne verrai pas trop de punch parce que je ne veux pas dire mon match of the night tout de suite, mais non, j'ai considéré, c'est sûr, mais c'est sûr que la foule a comme pas aidé non plus, mais côté lutte, là, c'était quasiment un match, c'était un excellent match. Fait que après ça, les deux équipes vont s'échanger les titres 3 autres fois d'ici le 1er avril 1994. Fait qu'ils ont joué à patate chaude avec les ceintures. Et après ça, on nous montre du footage du WWF Superstar le week-end dernier où Doink a marqué Bigelow et Luna Vachon à l'écran. Puis évidemment, là, il y avait genre le Titantron. Puis il y avait genre Doink en haut. Puis en fond, il montrait des dunks. Il y avait genre 4 dunks sur l'écran. Puis ils sont comme s'ils se parlaient à d'autres dunks, là, mais c'est la même personne. Puis ça faisait Beishi, Bam Bam et Luna. Ouais. Et après ça, on a interview time avec Todd Pettengill, Bastion Booger, les Edge Shrinkers, Afa, Luna et Bam Bam Bigelow. Quelle équipe! Et pendant l'entrevue, ils mangent tous des gros poulets. Puis c'est vraiment dégueulasse. Ouais, vraiment. Ouais. Puis Bigelow dit qu'Afa l'a assuré que les rétrécisseurs de tête vont faire le travail et l'homme crotte de nez va être à ses côtés. Même chose pour ma pression principale, Luna. C'est ça le paragraphe, ça. Les petits jeux et les petites niaiseries vont se finir ce soir, promet Bigelow. Ouais. Puis... Vas-y. Non, vas-y. Puis en voyant ce promo-là, je me sentais mal pour Bam Bam en me disant que ça pourrait pas être payé que ça. Mais après ça, je me suis rappelé comme quoi qu'il était pas été débiassé après pour la Corporation. Fait que ça pourrait être payé. Toi, t'aimes ça, hein, parler pour rien. T'es mieux d'être tranquille tantôt. Non, mais c'est ça comme ça, là. Je fais mon mea culpa là-dessus. Là. Pour ceux qui suivent le podcast, qui le savent probablement déjà, on avait changé notre biographie du mois d'octobre cette année pour remplacer puis mettre Bray Wyatt à cause de son décès. Mais petit spoiler alert, qui n'est pas vraiment spoiler alert. L'année prochaine, on va avoir une biographie. Et justement, qui va être Luna Vachon. On va être parmi nos biographies. Donc, la même case horaire, là. On va le mettre au mois d'octobre aussi. Là. Exact. Fait que elle va être l'année prochaine. Fait que vous en reste juste 11 à deviner. OK. C'est vrai, on n'a pas dit le premier, c'est vrai. Non. Et petite intervention de Bobby et Vince pour parler du vote Superstar de l'année. Et c'est suivi du match numéro 4. Bam Bam Bigelow. Bastion Booger, les Edge Shrinkers avec Afa et Luna contre les 4 Doink. On dirait que j'ai pas mis le net. Ah non, ok, je sais pas. Il est très flou, mais regarde, c'est pas ma faute, là. J'ai pas fait exprès. Correct. Le match est flou pareil. Fait que... le match est dégueulasse. Mais puis les 4 Doink, évidemment, vous vous demandez, Doink, Doink de Clown, puis qui, ça va qui les 4 autres? Mais non, Doink de Clown n'était pas dans le combat.
À la place, on a eu Luke Doink, Butch Doink, Mo Doink et Mabel Doink. Fait qu'évidemment, il a pris les Men on a Mission et les Bushwhackers pour faire ses Doinks. Et la foule qui commençait évidemment avec We Want Doink parce que tu sais, la foule, les autres, ils voulaient voir vraiment Doink. Là. En tout cas. Puis la rivalité entre Doink et Bigelow a commencé le mois d'octobre avec des coups de Doink, des jokes de Doink et des pranks sur Bigelow et Luna. Et évidemment, il y a eu Doink qui a fait. Il a lancé un seau d'eau sur Luna avant le spot tout avant, il avait lancé des confettis à Bam Bam pour faire comme s'il y avait juste des confettis dedans. Ouais. Puis il y avait mané aussi, Bigelow avait pourchassé Doink, mais Doink avait mis un petit fil invisible sur la barricade. Ouais, il a trébuché. Hein? Classique. Ouais. C'est un bon prank des films, des comédies des années 90, là, genre l'agent fait l'affaire, toutes ces affaires-là. Là. Ouais. Et Bigelow a répliqué en brisant le wagon, la petite brouette. C'est écœurant, ce spot-là, par exemple. En jouet de Doink. Fait que voilà pour la rivalité entre Bam Bam et Doink. Puis on est loin de Austin contre McMahon ici. Ouais, c'était quand même. Ben là, non, il n'y a pas de quand même, là. C'est en arrière, mais pas très loin. C'est à peu près à 1000, 2000, 100 000 km. Là. Ouais. On ne le voit pas tellement, c'est loin. Non, c'est ça. Et les babyface sont bien sûr déguisés en Doink. Puis Mabel est vraiment épeurant. Là, j'avais pris la photo de ça tantôt. Oui, on l'a déjà mis au podcast, je me souviens. Ça se peut, mais... En plus, quand Alfredo était là, on avait parlé de cette affaire-là. Ouais. Il faudrait que je trouve... pendant qu'on va faire après le résumé, je vais le trouver et on va le mettre. Okay. Bref, la full chat We Want Doink, comme je disais tantôt, mais malheureusement, c'est ça qui est ça. Et Booger et Luke commencent à lutter. En parenthèse. Et Booger fait un splash, mais pas le tomber et paye le prix quand Luke lui mord les faufounes. Et après ça, il tag Samu qui tabasse Luke. Et entre quelques coups, Samu pète des ballons avec ses dents que les autres y donnent. Et au troisième coup, la ballonne pète, puis il y avait de l'eau dedans. Puis ce qui fait que Butch roll up Samu pour l'éliminer du combat. Puis out. Fait qu'un beau spot de comédie. Hein? Ouais. C'était bien drôle, j'étais à terre quand j'ai vu ça. Et Fatou domine un peu Butch quand Booger en rembarque. Slam de Booger suivi de son finish, le trip to the Batcave. En fond, il fait un teabag d'en face de son adversaire. C'est vraiment dégueulasse. Là. Mm-hmm. Ouais, il est dégueulasse, Bashing Booger en plus. Parce que c'est dégueulasse parce que dans son gear, genre, il y a des petites bobettes, mais tu vois tout son gras de cuisse, là, c'est dégueulasse. Ouais. Puis il y avait comme de l'huile un peu sur le corps, puis il y a beaucoup de poils. Fait que c'est pas le fait qu'il soit gros, qu'il soit dégueulasse, là, c'est juste le fait que ça. Non. Il a l'air de pas se laver. Non, mais en plus, c'est voulu pour le personnage. Là, Ah ouais, c'est normal. Là. C'est pour ça que son saut est tellement serré qu'il y a une poche dans le dos. Là. C'est ça, exact. Ouais, fait qu'après ça, il fait pas le compte, il est distrait par une banane qui mange un petit bout, puis qui même, je pense, Fatou, il met ça à la tête à m'amener un bout de sac. Ouais. Puis après ça, il s'en va pour faire son finish encore à Butch, mais Mabel arrive, puis il enlève Butch, mais sauf que l'autre, ça rend pas compte. Fait qu'il fait son finish sur le tapis, puis il scelle comme si genre il avait mal, tu sais, même si c'est pas grand-chose. Là. Puis après ça, il se fait faire un coup de belly en duo par les Bushwhackers, suivi d'une leg drop de Mabel, et Bastion Booger est éliminé du combat. Et après ça, Heenan demande si Mabel n'est pas vraiment au pro Winfrey. Would you be serious, Bobby Heenan, please? C'est drôle parce que c'est pas comme avec Gorilla. Le Gorilla, il aurait crié après, mais Vince, c'est genre, il parle comme il parlerait normalement, mais il fait une phrase super vite. Là. Arrête, Bobby Heenan, s'il te plaît. Ouais, c'est le fun parce que c'est pas la même dynamique, la même chose entre les deux. Là, ouais, c'est Heenan avec n'importe qui. Là. C'est bien rare que c'est pas bon. Là. C'est Bobby. Là. Ouais. Et Mo conduit un scooter alentour de Fatou. Puis Bigelow stand, puis kick Mo derrière la tête, puis il pogne le scooter, puis il garoche en bas. Ça, c'était malade. Pas content, le monsieur Fatou. Après ça, il fait un gros splash de la 3 en faisant par-dessus Bam Bam. Sauf qu'encore une fois, il ne fait pas le tomber, puis il prend une banane. Puis dans un spot qui est nez à nez avec le spot d'LNSL Mankind Undertaker. Butch a un seau d'eau, puis il fait comme si c'était pour le lancer à Fatou. Mais Fatou, il fait non, je veux pas me faire oser. Puis ce qui arrive, c'est qu'en arrière de Fatou, il y a une pleure de banane. Puis le but, c'est qu'il glisse dessus. Sauf qu'il n'est pas bien placé. Fait que tu le vois, il regarde en arrière de lui, puis il met son pied derrière pour mettre sa pleure de banane.
l'autre lance le bucket, puis l'autre, il glisse sa pleure de banane, puis il se fait piner après ça. Écoute, quand j'ai choisi d'arrêter le show. Quand j'ai choisi le show, je savais que ce match-là allait être de la merde. Avant d'écouter le show, je le savais. Pendant, je le savais. Puis après, je le savais que c'était de la merde. Ce match-là, je parle. Là. J'ai pris 15 minutes de pause après ce spot-là, pour vrai. T'allais manger de la dinde? Non, des bananes. OK. Pour me donner faim. Oui, non, pour vrai, j'ai pas. Après, j'ai pris une pause de 15 minutes. Je suis dit, fuck off. Je vais aller pisser mon venir. Fait que, ouais. Ben là, j'ai pas pissé 15 minutes, là, façon de parler, là. Chameau. T'es un chameau. Ouais, après ça, évidemment, Bigelow massacre les Whackers et Mo. Quand même, on a face à face entre les deux gros bonhommes. Et hors caméra, Butch a lancé des débris sur Luna, puis ça distrait Bigelow qui se fait écraser dans le coin par Men on a Mission. Big Splash, après ça, les 4 Doinks vont sortir sur Bam Bam, et c'est enfin terminé. Victoire des 4 Doinks. Excuse, je m'étais endormi. Ouais. Fait que, évidemment, avant que tu dises ton appréciation du combat, évidemment, on va dire. Il n'y en a pas, j'en ai pas. On n'a pas apprécié le combat par tout. Non. Un match de comédie. Et les deux en point de suspension. Et c'était pas drôle, c'était dégueulasse. Là. Juste à donner un contraste, l'année d'après, il y a le match avec les 4 Doinks contre Dink, puis les Clowns are Us, contre tout ça, les nains, là, si on veut, les midgets. Ouais, les petites personnes. Les petites personnes, puis c'est 10 fois meilleur que ça, puis c'est pas bon le temps que ça. Là. Ouais, 10 fois meilleur. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, en partant, t'as les Bushwalkers, puis Men on a Mission, tu t'attends à quoi, là? Non seulement ils sont pas drôles, puis en plus ils sont pas bons. Okay. Ouais. Pendant que j'en ai de surcher la photo de Mabel, ben évidemment, la guerre entre eux autres va durer, entre Doink et Luna Bam Bam, ça va durer jusqu'à WrestleMania 10, dans un combat mixte entre Doink et Dink contre Bam Bam et Luna. Ouais. Fait que voilà. Puis, tu as quoi rajouter vite pendant que je monte l'image? Ben non, écoute, c'est un classique de Dunk. Là. Souvent, il faisait des matchs comme ça pour développer le personnage. Tu sais, pour un personnage de clown, pour vrai, il y a eu beaucoup de layers à ce personnage-là. Ils sont allés loin dans le clown. Puis, forcé d'admettre que ça a quand même duré un bon bout, puis qu'il a quand même été relevant dans ses storylines. Tu sais, il y a des bonnes storylines pareilles. Là. Fait que, non, mais Bigelow contre Dunk, tout ça, c'était correct. Les autres, c'était pas nécessaire. Tu sais, j'ai pas mal plus apprécié le match de WrestleMania 10 que ce match-là, on va se le dire. Fait que là, tu vas nous mettre la photo. Ouais, j'ai pas dit, là, mais après la décision, là, Bam Bam, il s'en va vers l'entrée, puis dans le Touch on a encore Dunk qui rit de lui et de Luna. Là. Ça dure peut-être un petit une minute, là, puis c'est pas drôle. Là. Ouais. Fait que, puis ceux qui sont sur YouTube... ouch! Ouais, j'espère que vous ne dormirez pas tout de suite après le podcast, parce que restez un petit peu avec une petite veilleuse, parce que voici. Ça va, bouche. Ok, là. Ça fait peur, hein? Ouais. Mais bon. C'est un clown, hein? Ouais, voilà. Regarde, c'est un clown. Ben oui, c'est un clown. C'est drôle, les clowns, hein? Ça goûte drôle aussi. Je sais pas, j'ai jamais mangé. Oui, parfait. Interview time avec Todd Pettengill, Yokozuna, Crush, Jacques Rouchou, Ludwig Borga, Johnny Polo, M. Fuji et James E. Cornette. Et Cornette dit qu'ils sont des gagnants à n'importe qui. Oui. Je note pour Johnny Polo. Marqué Johnny Polo. Wow. C'est tout. Ouais, il était carré. Je l'aime, Johnny Polo. Évidemment, tu vas le dire, là. Je sais que je fais souvent cette gag-là, mais pour ceux qui ne savent pas, Johnny Polo, c'est Raven. Mais non, pas le gars dans Raven Slack à WCW. Ben oui, puis côté Flamingo aussi. Ah, ça, c'est bon, les Flamingos. Surtout je le savais. C'était sûr. Je le savais. Et Cornette dit qu'ils sont des gagnants à n'importe quel prix. On va découper 4 dates aussi. C'est l'action de grâce, après tout. Il dit qu'ils ont regardé l'autre en tant que... regardé l'adversaire en tant qu'un seul homme au lieu de 4 lutteurs. Il dit comment tu t'occupes d'un seul homme? Ben, tu t'attaques à l'esprit, à l'âme et au cœur. Leur cœur est représenté par les frères Steiner. Ils l'abandonnent jamais. Ils vont se battre jusqu'à la fin. Mais si tu les frappes au cœur, le coup peut être dévastateur. L'esprit, c'est l'Undertaker, le roi des jeux de tête. Mais si tu enlèves son esprit, il est déstabilisé, désorienté, puis tu peux facilement t'en débarrasser. Moi, il dit, quand on connaît, c'est très bon. C'était très... beaucoup de soul dans ce discours. Ouais. Et après ça, il dit que l'homme, c'est Lex Luger. Le capitaine Lex Luger, rajoute Pettengill, puis l'autre dit « Shut up, Pettengill ». Ouais, exact. Shut up.
Non, c'était drôle parce que tu là, pas parce qu'il parlait de Luger. Okay. Puis il dit Luger, Cornette dit que Luger est littéralement le rêve des États-Unis, la soif de vaincre. Mais quand tu captures l'âme d'un homme, eh bien, tu l'as battu une fois pour toutes. Ce soir, c'est ça notre stratégie. L'esprit, l'âme et le cœur. Les Tout-Américains s'en vont par terre au jardin de Boston ce soir. Évidemment, Yokozuna de finir Banzai! Et une promo sensationnelle de Jim Cornette. Très bon stock. Jim Cornette, là, c'est quel homme exceptionnel. Quelle tête de lutte. C'est lui qui devrait runner à AEW, peut-être qu'il aura une chance. Peut-être d'autres choses aussi, mais on ne le dira pas en ondes. Non. Match numéro 5. Les Tout-Américains. Lex Luger, les Steiner Brothers et l'Undertaker avec Paul Bearer contre les fanatiques étrangers. Yokozuna, Ludwig Borga, Crush et Jacques Rougeau le Manti. Avec Jim Cornette, M. Fuji et Johnny Polo dans leur coin, un combat Survivor Series. Les All-American, ils étaient à un lutteur d'avoir un team parfait. Ouais, c'est ça. Ils l'ont mis. Sachant que le monde n'était pas bon, ils l'ont mis du match. Fait que... Le 30 octobre, justement, à Superstars, Ludwig Borga a affronté Tatanka. Et Fuji est venu distraire l'arbitre, ce qui a permis à Borga de frapper Tatanka avec une chaise et de l'épiner 1-2-3 avec son petit doigt dessus lui, pour terminer la suite de 20 mois la moins importante de l'histoire de la WBF. Et après le combat, Yokozuna fait un banzai drop dans les cours de Tatanka pour sortir du combat de ce soir. Et 2 semaines plus tard, Luger et les Steiner Brothers ont présenté leur nouveau partenaire, l'Undertaker. Taker Tatanka, c'est comme remplacer genre Joel Armia par Nick Suzuki, genre. T'sais. Je vois pas vraiment de différence entre les deux. Non. Nick Suzuki est bon, puis Armia est pas bon, comme Tatanka puis Undertaker. Nick Suzuki est meilleur qu'Armia, mais c'est pas un centre de premier trio. C'est pas une question de premier trio, là. Puis premier trio, je parle pas de McDonald's. Hein. Hey, j'ai acheté des cartes, je les ai toujours pas déballées. Ah, cool. Cartes Tim Horton. Ouais, j'avais compris, là. Okay. On a le droit de parler d'autres choses de lutte, des fois. Ouais. Oui, on a le droit certains, mais peut-être pas là parce qu'il y en a un qui nous attend. Ok, ouais. Pas là. Ouais. Et le 15 novembre à Raw, Lex Luger avait un combat contre Pierre les Québécois et Luger a assommé Pierre avec son avant-bras et ça le Miko. Il a aussi retiré du combat 4 contre 4. PCO style à la baille. Ouais. Et pour le remplacer, les Foreign Fanatics ont choisi Crush, qui est frais d'un heel turn sur son ancien bon ami Macho Man Randy Savage. Et le Deadman et le Sumo Man se regardent droit dans les yeux pour débuter, mais c'est Rougeau et Scott Steiner qui débutent. Et Steiner fait une superbe souplesse aérienne à Jacques pour commencer en force pour son équipe. Et après ça, il tag son frère Rick pendant que Rougeau tag Yoko. Après ça, on a Steiner qui finit par sortir Yokozuna avec 2 coups de bélier, quand même impressionnant, pareil, même si Rick Steiner c'est un gros bonhomme. Et après ça, Borga revient en renfort et Ludwig manque un elbow. Et Rick monte sur la 3e corde, saute et Borga le slam au tapis. Genre, c'était botché, là. Il est comme tombé tout croche, là. Il était un peu trop loin, je sais pas trop. Puis ça Borga, le Hasbro le plus rare de l'histoire. Ouais, comme. Ouais, c'est ça. Excusez. Puis, ouais, non, c'est correct. Puis, non, puis après ça, il est 1, 2, 3, puis ça comptait comme un compte de 3, mais sinon, Rick a dégagé à 2. Là. Toute la séquence était bizarre. Là. Puis, malheureusement, c'est toujours ce qui arrive, hein, des fois, sur le live, ça peut arriver. Ouais. Et après ça, on a Scott qui press slam Jacques sur Crush qui l'attrape. Il le dépose sur ses pieds. C'est drôle parce qu'aussitôt qu'il dépose ses pieds, genre Rougeau est tout content, puis il sent la main de Crush, puis après ça, il regarde Scott, puis il fait des grimaces de même. Est-ce que Jacques était. Pour vrai, demande-t-il, là, pour vrai. On le dit souvent, mais fuck it. À chaque fois qu'on check un vieux show, puis il est dedans, c'est tout le temps un des moments forts du show. Tout le temps. C'est ce qui est divertissant. Ouais. Et ouais, fait qu'après ça, Crush il est pas épeuré par. L'ensemble n'est pas épeuré par Crush et lui fait une autre souplesse, mais cette fois-ci, les bras barrés. Et après ça, vite son commentaire dit que Macho Man est revenu dans le building et comme de fait, après une savate de Crush sur Scott, Randy arrive mais est bloqué par les officiels et les Smoking Guns, puis ils le font repartir. Et Crush continue son travail et quelques minutes après, Savage est de retour. Oui. Puis évidemment, Crush dit à Savage de venir l'affronter dans le ring. Mais Savage a fait un dropkick dans le dos. Et après ça, Crush est en bas du ring, puis il va frapper Macho Man de dos. Puis il finit évidemment par se brawler ensemble. Puis jusqu'à que Crush a fait contact à l'extérieur du ring. Fait qu'il est ennemi du combat. Et après ça, il va à la poursuite de l'homme macho. Après. Ouais, un payback puis une suite à ce qui est arrivé plus tôt dans la soirée. Oui. Après ça, on a Jacques qui est dans le ring. Il fait maintenant un marteau pilon à Scott.
Et Stanley réplique avec un claquement de presse et tag Lex. Il finit Rougeau avec un elbow de la 2 à la Bret Hart pour le tomber. Fait que maintenant, il est éliminé, M. Rougeau, malheureusement. Et après ça, on a Borga dans la mêlée avec Scotty. Et le futur Big Papa Pump suit Ludwig sur la 3. Il lui fait une superplex. 1, 2, mais Yoko casse le pin. Et pas longtemps après ça, Scott manque un saut chassis sur Yokozuna qui lui fait descendre la cuisse pour le compte de 3. Et c'est maintenant 2 contre 2. Ouais. Luger se fait travailler par Yoko et Ludwig pendant un bon petit moment. Malheureusement pour Lex, il va qui se battent from underneath pour revenir. Et après ça, on a Yoko qui essaie un splash dans le coin, mais Lex se tasse et fait le relais à Taker. Puis ce qu'il y a là-dedans, c'est le long du combat, Taker, il n'embarque pas dans le ring. Okay? Puis il reste dans son coin, puis il ne bouge pas. Ouais. Il n'a pas bougé une seconde. De glace, non, exact. Ouais, de glace. C'est vraiment nice, puis pas du tout évident. Quand on disait que Taker a pris le personnage puis il l'a joué le mieux qu'il pouvait, là, ben, c'est ça. Ouais. C'est un exemple. Tu peux arrêter la pause. Là. OK, c'est bon. Parfait, merci. Après ça, on a une. Il fait à Yoko son délité en sautant, Taker. Et après ça, un cheap shot de Borga permet à Yokozuna de faire une souplesse ventre à ventre à l'Undertaker. Et après une corde à linge et une leg drop, Yoko, il fait le bonsai drop, mais décide pas de le compter. Ce qu'il fait, c'est qu'il monte sur le top rope pour en faire un autre. Ben, la deuxième corde pour en faire un autre. Sauf que quand il fait son saut, ben, Taker, il fait son setup de zombie comme il fait tout le temps. Fait que c'est vraiment nice. Là. On voit pas bien parce que la caméra est plus zoomée sur Taker. Là. Mais c'est vraiment genre en même temps, quand Yoko décide de tomber, l'autre il se lève tout de suite. Parce que tu sais, s'il manque un peu de cohésion là-dedans, là, ça peut être dangereux en tabarnak. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'il faut que tu aies confiance. Puis en même temps, c'est la relation que les deux ont ensemble backstage. Fait que c'est du monde qui aime travailler ensemble. Mais ouais, effectivement, surtout à grosseur Yokozuna, ça peut être fatal. Là. Ouais. Fait que très bien fait de deux lutteurs. Surtout Taker. Là. Et après, après ça, les deux bras à l'extérieur du ring pour un double compte à l'extérieur par le count-out. Puis ce qu'il y a là-dedans, c'est qu'avant le count-out, ils sont proches des marches. Là. Puis Taker, Yokozuna rentre la tête de Taker dans les steps. Puis Taker fait juste, il mange la shot. Puis il lève il fait son air flip. Là, ça donne la main. Puis là, tu vois, Yoko fait des gros yeux, genre, tabarnak, il voit qu'il est debout de ça. Puis là, Yoko, évidemment, il commence à montrer qu'il a peur de Taker. Fait que c'est important pour les prochaines semaines. Là. Fait que voilà, il reste maintenant Luger contre Borga, seul à seul. C'était au Rumble de l'année prochaine qu'ils se battent contre, hein, c'est ça? Au 94. Ouais. Exact. Ouais. On va le faire mener ce show-là. Oui, après ça, Borga essaie de battre Luger avec plusieurs manœuvres, dont un power slam, mais Lex reste dans le combat. Et après ça, un double down après une close line. Et Cornette distrait l'arbitre pendant que Fuji lance le saut de sel à Borga, qui frappe Luger avec 1, 2, et non! Lex revient avec un DDT et un power slam pour un compte de 2. Et après ça, on a Ludwig qui projette Lex dans les câbles, qui se penche et revient avec le coup d'avant-bras pour assommer Borga. Et pour remporter le combat, le seul survivant, l'homme fait aux États-Unis, Lex Luger. Quand il n'y a pas de ceinture en jeu, Luger est capable de gagner un combat. Puis, je sais que tu vas en parler, mais qu'est-ce qui arrive après le combat quand Luger gagne le Piquet Soul Survivor? Oh ouais, je vais en parler dans pas long. Là. Okay, parfait. Et après, je vais en parler tout de suite dans le fond. Après la décision, Luger célèbre avec le drapeau des États-Unis, avec la neige qui tombe du jardin de Boston. Et on a aussi l'arrivée de Kris Kringle, le Père Noël. Et c'est là-dessus que le pay-per-view se termine avec une célébration avec le Père Noël et Luger. La neige, des ballons, mais il ne gagne jamais rien. Ben, je t'ai remarqué que l'année d'avant, ils ont fait la même chose avec Bret Hart, OK? Fait que ça n'a pas rapport avec les ballons. Un perdant. Hey, arrête. Là. En plus, il gagne avec une plaque de métal dans le bras, tu sais. Pas légal, ça, là. C'est arrivé avec un accident, c'est pas de sa faute à lui, là. Ouais, il a l'air d'un accident. Bon, en fond, un petit peu, là. Ouais. Fait que voilà, c'est comme ça que le pay-per-view se termine. Sinon, un main event long et un peu boring, là, sur les bords. À part Scott, puis à part Scott Steiner, puis la confrontation Taker-Yoko, là, il n'y a pas grand-chose de bon, là. Ben, tu sais, c'est pas les talents les plus purs. J'ai remarqué, Borga, on dirait qu'il y a une culotte de cheval. J'ai remarqué, je trouvais qu'il y avait un gros bas. Okay. T'as remarqué ça, toi? Ça amène pas grand-chose au review, mais je le dis pareil. Non. Fait que toi, le match, non? Ben non, c'était pas bon. Écoute, d'un bord, t'as Luger. C'est dur que ça soit bon. Puis Taker, ben, tu Oh non, c'est pas le même.
Taker, dans ces moments-là, il faisait pas grand-chose parce qu'il jouait pas mal plus la gimmick qu'il essayait de faire des combats. Puis de l'autre bord, ben, j'adore Yoko, mais pas mal juste ça qu'il y avait. Ouais. Et Taker et Yoko vont s'affronter au Royal Rumble dans un combat de casquette. Comme ça, premier qui met l'autre dedans. Ouais, de cercueil. Ouais, non, et puis j'ai un nom, puis OK. c'est eux qui gagnent la casquette. C'est cool. Et Savage et Crush vont s'affronter à WrestleMania dans un combat False Count Anywhere avec un spot que tu connais beaucoup. Ça, c'est quand il attache les pieds, là? Oui, exactement. OK, parfait. Puis Luger va être un des gagnants du Rumble avec Brett à égalité. Et évidemment, pour perdre à WrestleMania, évidemment. Et après ça, Jacques va perdre et regagner les titres par équipe avec évidemment Pierre-Carl Ouellet. Aux alentours du Rumble, ils vont y perdre contre le Kid Marginetti puis ils vont les rapporter contre eux autres. Parce que Borga, lui, ne verra plus un push comme ça de sa carrière à la WWF. Il était supposé avoir des matchs au Rumble et à WrestleMania contre Tatanka et Earthquake respectivement. Mais il était blessé les 2 fois. Fait que ça a été à d'autres plus tard. Puis pour rapport à ça, il n'y a rien à sceller pour les frères Steiner qui vont quitter la WWF peut-être 7-8 mois plus tard, peut-être. Oui, on l'a dit, les Steiners à WWF, c'est quoi, 1 an et demi? Peut-être 2 ans, maximum? Fin 92 jusqu'à... Ouais, à peu près ça. Ouais, fait que quand même donné une bonne impact quand même quand ils ont été là. Oui, ben, gagné ceinture par équipe 2 fois, fait que c'est toujours bon. Fait que voilà, fait qu'on est prêt pour nos awards, si on veut, pour la fin du pay-per-view. Ah, c'est facile, ça. Match of the night commence, mon cher. Je vais donner ça au Team IRS contre l'autre équipe. Et je vais aller avec le même choix que toi. Pour oui, IRS dans un match, t'es sûr d'avoir quelque chose de bon. Ouais, ben, c'est sûr qu'il y a 7 autres gars pour être avec lui. Le MVP du match, très bon storytelling. Calme-toi, oui. C'est marqué sur ma feuille. Moi, je te la montrerai à un moment donné. Non, je te crois. Parfait. Malheureusement. Ben, le worst match, tu vas être d'accord, là. Ah oui, les clowns contre les clowns. Non, c'est pas gentil pour l'équipe de Bam Bam, ça. Je parlais juste de Luna. Mais non, c'est pas vrai, c'est une blague. Ça dépend quelle Luna. Ben moi, je les aime, les demi-Luna, tu sais, avec la crème dedans, là, demi-Luna. Ah, mais moi, je parlais du serpent de Beast King. Non. Et pour la note du show, ben là, si vous avez écouté le Roi de l'Arène, vous le savez, mais si vous ne l'avez pas écouté, ben voici notre note. Je vais donner à Survivor Series 93 la note de 6 sur 10. Et je donne la note de Series 93 6.5 sur 10. Ouais, fait que voilà. Comme j'ai dit, moi, tantôt, c'est un des coupables de regarder ces shows-là de 93, fait que ça me dérange pas. Mais objectivement parlant, tu sais, c'est l'opener est bon, le combat par équipe est bon, même si la foule s'en crisse. Le combat, l'affaire de Brett, l'aftermath est vraiment bon, mais sur le reste, c'est so-so. Ouais. Mais c'est tough aussi de regarder juste des matchs tag team, là. Ouais. Dans un show, mais c'est ça. Fait que c'est un 6 boring plus que d'autres choses. Puis tu voulais me reparler de Bobby Heenan, là? Il y avait une histoire avec Bobby Heenan. Ben oui, Bobby Heenan, justement, c'est son dernier pay-per-view à la WWF en tant que régulier. Tu sais, évidemment, il a fait le Big Battle Royal à WrestleMania X7. Ouais. Mais c'est son dernier pay-per-view parce que quelques jours plus tard à Raw, ben quelques semaines plus tard plutôt, il était en storyline en kayfabe, il était renvoyé par Gorilla Monsoon qui l'a pris et qui l'a garoché hors de l'aréna avec son sac de cochonnerie, là, sa brosse à dents puis tout, son papier de toilette. Puis c'était des grands chums, hein, il avait dit de quoi au micro après, je pense, ou Bobby Heenan qui avait dit quoi à WCW, quelque chose de genre. Ben oui, quand il est décédé, Gorilla, mais non, c'est quand il est décédé, ça. Parce que la même soirée, après, quand le spot à Raw, là, ben, les deux ils étaient à l'hôtel ensemble dans des chambres l'un à côté de l'autre, puis ils ont été dans la même chambre, puis ils sont pleurés dans leurs bras genre pendant 1 heure de temps quasiment. Là, parce qu'ils étaient vraiment, vraiment proches. Là, fait que, c'est ça. Ouais, c'est triste quand même. Fait que voilà, fait que sans plus tarder, rapidement, on a un petit quiz. Es-tu obligé de le faire? Ben oui, je l'ai fait. OK. Ouais, puis... Ça va durer 10 minutes, même pas. Mais non, moi, toutes les avoir. Ouais, je suis prêt. Let's go. T'as avancé confiant. C'est le quiz! Parfait. Question numéro 1. Uno. Oui. En 1992, à quel pay-per-view Owen Hart n'a-t-il pas lutté? Est-ce que c'est A. WrestleMania, B. SummerSlam, C. Survivor Series ou D. Royal Rumble? WrestleMania 92, c'est lequel? C'est WrestleMania 8. Je vais dire Royal Rumble. Et non, malheureusement, c'était SummerSlam. À WrestleMania, ben, il a lutté contre Skinner.
Au Survivor Series, il a lutté en équipe avec Coco Beware contre les Head Shrinkers. Et au Royal Rumble, il a affronté, il était en équipe avec Jim Neidhart, la New Foundation, contre les Orient Express. On était pas supposé d'aller 8? Ben, je te dis rapidement, c'est pas long. Question d'os, fin finaux. À quel pay-per-view Jerry the King Lawler a fait ses débuts à la WWF? Tu veux-tu l'année ou juste la pay-per-view? Bon, pay-per-view, c'est correct. Je vais dire Survivor Series. Mauvaise réponse, c'était Royal Rumble 93. Ah, je le savais. Ouais. Question numéro 3. Qui a intervenu à la faveur de Test à SummerSlam 99 dans son combat contre Shane McMahon? Et je cherche 2 personnes. Je vais dire. Attends. Blackman puis X-Pac. Et non, c'était Patterson et Briscoe. Ah oui, c'est vrai. Fuck. Puis il y avait les Main Street passés aux abords. Hein? Ouais. Avec tout de quoi de blessé. Là, le neck brace. Ouais. Fuck. Ouais. Pas grave. Question quattro. Au Raw du 13 septembre 93, les Québécois ont battu les frères Steiner d'une champion par équipe. Le match était quelque chose Rules match. C'était quoi? C'était. Ah, je pense. Submission Rules? Et non, c'était un combat les règles de la province de Québec. Ah oui, fuck. Ouais. Donc, un match où les disqualifications comptaient, parce que même quand on a gagné des belts, là, ils ont pris un bâton de hockey puis ils ont frappé Pierre Carl avec. Question 5. À All Out 2020, tu vois, on jump le Billy Gunn en maudit là-dessus. Qui était le Joker dans la Casino Battle Royale? La question, ça serait plus Who cares? Mais... I care. Adam Page. Et non, la réponse était Matt Sydal. C'est l'année d'après, hein, Adam Page? Je sais pas si. Tu étais. Ouais, il a gagné. Il a gagné. Non, mais c'est cette année, c'est arrivé, c'est en 2022. 23. Ouais. Mais non, pas 23. Oui, 2023, il avait gagné, puis il avait donné son argent pour l'affaire des écoles, puis tout. Là. Ok, ça se peut. Ouais. Hey, ça va pas bien, là, mais là, je suis stressé parce que je sais que Alfredo nous attend. On se dépêche, c'est ça, ouais. Question 6. Contre qui Cody Rhodes a joué son dernier match à la WWE avant de partir en 2016? Est-ce que c'est A. Neville, B. R-Truth, C. Zack Ryder ou D. Kofi Kingston? Il me semble que c'est Kofi Kingston. Et non, c'était Zack Ryder. I'm on a roll, bitch. Ouais, c'est ça. On a roll down the cliff, peut-être. Question 7. Quel lutteur a attaqué Mosh des Headbangers pour prendre son spot dans le Rumble match de 1999? On dirait que j'ai un. En 99, ok, ouais, non. Ouais. Attends. Ah, fuck, non. Austin? Et non, c'était Mabel. Ouais, Austin il était premier. Et pas, oui. Pourquoi Austin aurait attaqué quelqu'un prendre son spot? Ben, parce que c'est Austin. Ouais, ok, peut-être. Bref, question autre chose. Quel lutteur a lutté 2 fois au Survivor Series 99? Rikishi? Et non, c'était Big Show. Il en reste 2. J'espère que tu en as au moins. Non, il en reste une. Non, rendu question 9, il y en a 10. Ah, ok. Fuck. Question 9. Contre qui Bobby Lashley a fait ses débuts dans le même roster de la WWE en 2005? Est-ce que c'est A. Simon Dean, B. Nunzio, C. William Regal ou D. Paul Burchill? Nunzio. Et non, c'était Simon Dean. Bon, question 10, la dernière. T'as une chance. Là. Celle-là, je pense que tu peux l'avoir. Lequel de ces lutteurs n'a jamais été champion mondial de la ECW? La vraie ECW ou tout au complet? Oh, non, la vraie, là, pas WWE. Okay. Est-ce que c'est A. Steve Corino, B. Mikey Whipwreck, C. Jerry Lynn ou D. Chris Candido?
C'est qui le premier déjà? Steve Corino. C'est comme un piège, là, comme une curveball, on dirait, non? Ben, je sais pas comment toi tu vois ça. C'est Whipwreck. Malheureusement pour toi, tu vas être 0 en 10 ce soir. C'était Chris Candido. Ah oui, Candido n'a pas gagné. Il a gagné la TV et la tag team, mais il n'a jamais gagné. Mikey Whipwreck, il avait fait un upset, je pense, hein, c'est ça? Il avait battu Austin. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que voilà, c'est pas grave, 0 en 10, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est parce que j'étais stressé, là. Ouais, mais moi aussi j'étais stressé, puis là, je te dis les questions vite, là. Fait que, mais c'est pas grave. L'important, c'est de participer qu'ils disent, hein? Non, l'important, c'est de gagner. Ouais. Fait que rapidement, on va vous montrer les prochains rendez-vous, évidemment, sur le podcast. Et le prochain rendez-vous qu'on a, évidemment, ça va être la semaine prochaine avec un épisode avec Mary Rose qui revient au podcast. Et cette fois-ci, ça va être sur les combats hardcore, la chronique rose. Aïe, ça, il va y avoir des opinions tranchées. Je sens que... en tout cas, c'est ça. À suivre la semaine prochaine. Et après ça, on va continuer Survivor Series Review avec l'édition de 1995 en direct de Washington, D.C. avec Brett contre Diesel dans le main event et plusieurs autres combats enlevants. Oui. Et pour terminer, aussi, on a une biographie qui va être sur évidemment le préféré de plusieurs personnes au podcast. Triple H, Paul Levesque. Le meilleur de la business. La tête chercheuse. Ouais. Et fait que manquez pas ça les prochaines semaines dans le podcast. Et une dernière fois pour ceux qui sont sur YouTube. Fuck. Bonne nuit tout le monde! Bonne nuit, merci pour cet excellent review qui était pas mal meilleur que le show en général, mais c'est pas dur. Est-ce qu'on le conseille? Non. Mais pour les curieux, oui. Si vous l'avez jamais vu, oui. Si vous l'avez déjà vu, réécoutez-les pas encore, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Mais, all right. Voilà. Fait que merci beaucoup, Marco. Yes. Merci beaucoup tout le monde. Ne manquez pas les prochains podcasts, mais surtout, allez, va! Bon.